Salut à tous, vous écoutez la bande AD+, je suis Nicolas Fréré du média journalistique Distance Plus. Bienvenue dans la 77e émission régulière du talk show du trail et de l'ultra trail en direct de la 71e édition de la Saint-Élion. La Saint-Élion, c'est la classique nocturne de fin de saison entre Saint-Étienne et Lyon à travers les monts du Lyonnais. Il s'agit d'une épreuve hybride, trail, route de 80 km pour environ 2000 mètres de dénivelé positif. Distance Plus est sur place et je vous invite d'ailleurs à aller regarder tout le contenu journalistique que nous avons publié sur les réseaux sociaux de Distance Plus. Cette fois-ci en partenariat avec Wise et les frontales Gollum, soit dit en passant. Voici les 3 membres de la bande à mes côtés en chair et en os aujourd'hui. Il a passé la ligne d'arrivée de cette Saint-Élion, Ugo Ferrari, alias le duc de Savoie, qui s'est éloigné très provisoirement de ces montagnes. Salut Hugo. Oui, j'y retourne assez vite. Merci Nico. On va parler de ton aventure évidemment dans quelques instants. L'aventurier et préparateur mental, on ne sait pas trop ce qu'il fout là. C'est loin les Vosges quand même. Stéphane Brognard, salut Steph. Salut Nico, salut la bande et salut aux habitants d'Aradon, commune Cossu du Morbihan de 5820 habitants. L'altitude moyenne entre 0 et 61 mètres de dénivelé. Et c'est surtout pour parler que le 1er mars aura lieu la 36e 30 km d'Aradon. Voilà. Tu vas nous raconter ce que tu fais là après parce qu'on a des invités et on va leur donner toute la place au début de cette émission. Et la voix du trail avec des petits yeux tout petits qui demandent qu'à dormir, enfin qui signent que tu ne demandes qu'à dormir. Speaker de cette Saint-Élion, tu viens d'ailleurs de quitter le micro pour reprendre le nôtre. Ludo Collet, salut Ludo. Salut Nico, salut la bande et salut les athlètes, vous m'avez fait rêver encore une fois, merci. On va parler de tout ça juste après le jingle. La bande AD+, le podcast du magazine Distance Plus. Au sommaire du 17e épisode de la 4e saison de la bande AD+, nous débrieferons à chaud cette édition 2025 de la Saint-Élion avec les vainqueurs Sylvain Cachard et Adeline Martin, mais aussi l'ancien cycliste et nouvelle pépite du trail Virgile Morizet, qui est monté sur le podium après une 4e place l'an dernier. Vous entendrez également Benjamin Paulin, que nous avions reçu dans le précédent épisode de la bande AD+. Il menait la course à mi-parcours, mais il a finalement été contraint pour la 3e fois consécutive à l'abandon. Il nous racontera pourquoi. Enfin, j'ai invité à se joindre à nous le réalisateur et trailer amateur Julien Declercq, finisseur lui aussi de la Saint-Élion, au cœur du peloton. Au programme également de cet épisode, le sondage des plus, en partenariat avec Run Motion Coach. Préférez-vous prendre le départ de vos trails de jour ou de nuit? Le ni oui ni non, l'interview décalée de la bande AD+, en partenariat avec NAC. C'est le vainqueur de la Saint-Élion et athlète NAC, Sylvain Cachard, qui va s'y coller. Le quiz des plus spécial Saint-Élion, en partenariat avec l'agenda de course et la plateforme d'inscription Miles République, et la rubrique Esprit Wise, dans laquelle on vous parle d'itinérance, d'ultra-endurance et de voyage en courant, avec aujourd'hui l'athlète Axel Nardou, qui est venu au micro des plus, juste après avoir passé la ligne d'arrivée de la Saint-Élion dans le top 20. Axel est la cofondatrice de Wise. Elle trouve son équilibre en participant à des courses organisées tout en mettant à son calendrier annuel de grandes virées de plusieurs jours en montagne, comme son itinérance récente en semi-autonomie dans le Haut-Atlas au Maroc avec son conjoint Guillaume Bocas. En fait, c'est marrant, l'idée elle est partie d'une musique que Guillaume écoutait beaucoup, une musique berbère, et en fait on s'est dit ce serait vraiment un coin à explorer. Et on a commencé un peu à regarder et on a contacté l'organisateur d'une course qui est Atlas Quest. Et du coup, il connaît parfaitement le Haut-Atlas. Avec son aide, on a concocté une itinérance assez exclusive parce que, en fait, pour aller dans le Haut-Atlas, il n'y a pas vraiment de logement. Il n'y a que des petits villages berbères. C'est de tout cela dont on a parlé ensemble avec, vous l'entendrez, la petite fatigue post-nuit blanche et même quelques émotions. La bande AD+, le talk show du trail. Avant de retrouver la bande et nos invités, j'aimerais vous partager ma conversation avec Benjamin Paulin et Stéphane Brognard. Benjamin nous avait partagé dans le dernier talk show du trail son ambition et même son obsession de gagner cette Saint-Élion. Et ses récentes performances laissaient raisonnablement penser que c'était à sa portée. D'ailleurs, le Vosgien, double champion de France de marathon et double champion de France de 100 km, vainqueur cette année des 100 km de Millau, a longtemps été aux avant-postes et c'est en tête qu'il a déboulé à l'emblématique ravito de Sainte-Catherine au kilomètre 34. Il était toujours devant à Saint-Genoux au kilomètre 45 après un peu plus de 3 heures de course. Mais à Soucieux-en-Jarret,
Au kilomètre 59, c'est Sylvain Cachard qui est entré dans le gymnase en premier, suivi de Virgile Morizet, Corentin Play, Pierre Defontaine, Dimitri Morel-Jean et Hugo Deck. Il a fallu attendre un peu pour voir arriver enfin Benjamin Paulin. Il a rejoint sa copine et sa maman et il a enlevé son chasuble dossard en discutant paisiblement comme si la course s'arrêtait là pour lui, parlant de douleur et de blocage au niveau de la hanche, avant de le remettre finalement ce dossard et de repartir en marchant, résigné et sans certitude de rejoindre la ligne d'arrivée. Mais l'intention était là. C'est seulement au dernier ravito, à Chaponneau, qu'il a rendu les armes. L'autre animateur du début de course, Antoine Charvelin, 4e l'an dernier et vainqueur cet été de la TDS, a également abandonné cette Saint-Élion. Rapatrié à la halle Tony Garnier, Benjamin Paulin a eu la gentillesse de tenir sa promesse de venir dans l'émission. Mais on a pris quelques minutes avant que ne débute l'épisode à proprement parler. Voici notre échange. Alors l'émission n'a pas encore commencé, mais on est déjà avec Benjamin Paulin et Stéphane Brognard. Salut Benjamin. Salut, merci de m'inviter. Bah ouais, on s'était promis, on a beaucoup échangé dans le podcast avant la Saint-Élion, c'était obligé de t'avoir avec nous. Alors ça s'est pas passé comme prévu, raconte-nous un peu ta course. Oui, ça s'est pas passé comme prévu parce que j'ai pas réussi à rallier Lyon, malgré un bon début plutôt... J'aurais tendance à dire conservateur, même si en regardant un peu les chiffres, on est quand même parti sur des allures plutôt rapides. Mais à ma grande surprise, la Saint-Élion de cette année n'est pas partie si vite que ça par rapport aux autres années où même moi, quand j'ai fait mes éditions précédentes, j'avais l'impression déjà de partir trop vite. J'étais très très loin de la tête de course. Donc là, je me suis pas affolé en voyant que j'étais pas devant. Mais naturellement, ça s'est fait parce que j'avais des très bonnes jambes, des super sensations, notamment dans les montées. Donc j'ai pas forcé forcément l'allure et petit à petit je suis monté sur le groupe de tête, ce qui fait qu'à partir du kilomètre 10 à peu près j'ai tenu la tête avec un petit groupe et jusqu'au kilomètre 40, 46, 47, 50 même où là il y a Sylvain Cachard vainqueur de la course qui me double et il y a déjà eu un gros différentiel de vitesse quand il me doublait parce que j'étais déjà un petit peu en perdition depuis au moins 1 kilomètre. Qu'est-ce qui se passe quand vous vous doublez d'ailleurs? Un petit mot, rien du tout? Moi je l'encourage parce qu'il avait une belle allure, on se connaît peu avec Sylvain mais dans ces cas-là il n'y a qu'un mot gentil qui est nécessaire. Lui il m'encourage et puis il me voit que je suis quand même un petit peu en galère alors que ça faisait peut-être 3-4 km qu'il était en chasse à 30 secondes derrière et là il revient facilement sur moi donc il comprend vite qu'il y a un souci. Puis moi je l'encourage parce que je sens qu'il est quand même dans une bonne dynamique donc puis j'ai pas les armes pour l'accrocher, j'essaye un petit peu mais en fait c'est déjà un petit peu trop tard. Et là, s'ensuit 3, 4, 5 km pour rallier le ravito suivant où on s'est croisé, où j'étais dans un état compliqué. Oui, parce que tu étais en questionnement. Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? En gros, oui, tu étais en train de faire de la mobilité. Tu as eu un problème de hanche, quelque chose comme ça, c'est ça? C'est ça. En fait, ça faisait déjà 5 km. Du coup, depuis le kilomètre 50 que ma course était quasiment arrêtée parce que j'avais qu'une optique, c'était de rallier le prochain ravitaillement pour retrouver mes proches et puis pour voir ce que j'allais faire. J'avais du mal à me projeter sur la fin de course parce qu'il reste 30 bornes. Donc je me suis dit, je vois soucieux, je fais un peu de mobilité. Et puis avec un peu l'euphorie de se dire, le prochain ravito est qu'à 7 km. Alors je suis déjà plus dans ma course en réalité. Mais là, je me dis, si j'ai les armes pour finir, pourquoi pas finir quoi. Ce serait beau de revoir un peu la halle Tony Garnier. Chose que j'ai du mal à faire là, ces dernières années. Et au final, je rallie Chaponneau qui est 7 km après Soucieux, donc je fais 7 km, mais en fait je me rends compte que c'est très pénible et il en reste 15 après, donc je prends la décision d'arrêter à Chaponneau. Je pense que c'est la sage décision, ça aurait été très long et puis très douloureux. Alors que là, j'ai certes l'amertume d'avoir abandonné et puis la frustration de ne pas être allé au bout. Pour autant, j'ai beaucoup de positifs à retenir, même si il y a une déception générale, c'est sûr. Après, ce que j'en tire, c'est du positif quand même. Je me suis amusé, j'étais venu pour m'amuser. J'étais un petit peu attendu, c'est sûr, parce que voilà, j'étais moins inconnu que ce que j'aurais pu penser l'imaginer sur la ligne de départ. Mais en même temps, je pense pas que ça m'a peut-être desservi ou pas desservi, je sais pas, mais j'ai fait la course que j'avais envie de faire. J'ai pris énormément de plaisir et ça m'a redonné envie de remettre des dossards sur trail, d'aller jouer un petit peu, chose que j'avais perdue en 2021-2022 quand je suis passé sur la route à nouveau. Donc ton obsession ne va pas cesser puisque tu nous l'as dit, tu reviendras tant que tu ne la gagneras pas. Finalement, jamais 203, ça aussi c'est fait.
Maintenant, tu peux ouvrir une nouvelle page blanche. Je vais laisser parler ou analyser Steph, mais Robin Schmitt m'écrivait en me disant: est-ce que tu peux lui demander si l'impact médiatique, les gens dans le GIF, nous, quand on t'invite, quand on te challenge un peu en te disant que tu vas être favori, etc., est-ce que ça vient de perturber par rapport à ce que tu as connu d'habitude? Est-ce que nous, les médias, finalement, on a pu avoir une influence négative ou positive d'ailleurs? Bon, Ou pas du tout. C'est toujours difficile à estimer. J'avais pas l'impression que ça me venait me polluer particulièrement. Moi, je sais pas si c'est un petit syndrome de l'imposteur, mais je me suis dit, bon, bah, ils écrivent une histoire que moi je maîtrise pas, hein, celle de Benjamin Paulin favori. Je me suis dit, c'est le jeu, ça m'amuse en réalité aussi, hein. Mais je me dis, bah, ça, c'est pas forcément moi, c'est pas forcément ce que je souhaite faire, d'être un grand favori, mais je me dis, allez, pourquoi pas. Et puis, de toute façon, je me dis que j'arrive à faire abstraction. On m'a souvent annoncé favori, alors pas toujours sur des courses de rayonnement comme la Saint-Élion, mais quand je courais dans les Vosges, on m'a souvent annoncé favori avant la course, et c'était quelque chose qui me stressait un petit peu parce que on avait peur un peu on se dit, bah, si ça se passe mal, j'aurai l'air de quoi. Et puis en fait, le jour où ça se passe mal et on voit qu'en fait ça change rien, bah, on relativise. Et ça, c'est le cas sur une course locale chez nous, mais ou sur une Saint-Élion. On a beau être annoncé favori, on gagne pas. Je veux pas être lapidé en place publique, je pense. Donc normalement, non. Oui, bon, peut-être que si je rentre dans les Vosges, peut-être. Mais bon. Par contre, je souligne un truc, c'est que je te l'ai dit d'ailleurs au moment où tu es déjà peut-être en train d'abandonner dans ta tête, t'es positif. En fait, d'abord, t'as pas l'air fatigué, t'es pas résigné complètement, et puis tout de suite t'as une attitude qui est pas celui d'un perdant, etc. Tu prends ça plutôt bien et avec philosophie. Moi, ça m'a surpris quand même. J'ai même pas senti de déception en fait. C'était comme ça. C'était ça qui venait de t'arriver et tu le prenais plutôt bien. Ouais, alors j'étais évidemment déçu, hein, mais la déception, elle s'est faite au moment où j'allais pas bien. Et puis moi, avec mes émotions, j'ai tendance à partager que celles qui sont positives en général. Okay. Les émotions négatives, je préfère les garder pour moi. Et puis surtout là, j'avais mes parents, ma compagne qui étaient là, ils se sont tapés la nuit blanche, alors j'allais pas arriver au ravito en disant tout ça m'emmerde. Donc j'étais plutôt positif malgré le scénario qui n'était pas du tout à mon avantage. Et puis après, une fois que ça va pas, bah, soit on se morfond et puis on pleure sur son sort, soit on le vit avec philosophie, si je peux dire. Et puis voilà, de toute façon c'est fait. Je me suis amusé, j'ai joué, j'ai perdu. Bon, je pense pas être mauvais perdant, donc voilà. Non, t'as fait une belle course. Moi, j'ai trouvé que t'avais du panache même de partir comme tu l'avais dit, parce que t'as très rapidement été aux avant-postes quand même, je trouve. Et puis, tu as mené la course aussi. Hein. Tu as rentré à Sainte-Catherine en leader. Oui, c'est vrai. Donc ça s'est pas bien terminé, mais il y a quand même eu une belle course devant. Steph, alors toi, tu dormais? Hein, bravo, le seul à avoir pris le temps Donc, c'est le bénéfice de l'âge. Voilà. Mais t'as un petit regard déjà, j'imagine, sur la course ou l'attitude de Benjamin. Alors, écoute, oui, parce qu'on a juste avant de rentrer ici dans la Halle Garnier, on s'est rencontrés, donc on en a profité pour passer déjà 10-15 minutes à parler de choses. Moi, je pense que c'est une excellente nouvelle. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est le fait que l'année prochaine, il va lever les bras au niveau du storytelling, c'est top, hein, parce que alors là, j'ai envie de dire, avoir abandonné, avoir réussi, avoir toutes les histoires, donc ça en fait encore une plus belle histoire. Ça, c'est juste pour la petite anecdote et la blague dans le coin. Non, le vrai sujet, c'est l'histoire d'être annoncé comme a pu t'envoyer Robin, où on pourrait y penser. On en a d'ailleurs parlé. Je pense que c'est une excellente nouvelle. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense que Benjamin a des prétentions de très très haut niveau et il faut arrêter tout le temps de vouloir se dire la seule parade que j'ai à la pression, ce serait de ne pas être annoncé favori. Si, il faut arriver avec l'annonce de favori. Il faut arriver avec l'intention d'être celui qui va gagner. Il faut porter le poids de la course. Et ça, quelque part, c'était encore peut-être une corde à l'arc qu'il était nécessaire d'avoir. Donc, je ne pense pas que ce soit une grande idée d'essayer d'anesthésier ce
phénomène-là, mais il faut être capable de le gérer. Donc c'est aussi ce qu'on a pu échanger. Et je trouve que c'est une excellente nouvelle que maintenant il connaît aussi ce que veut dire de partir avec une vraie pancarte, le vrai poids de la course, parce que les projecteurs étaient focalisés sur lui et que le fait de garder cette attitude positive et d'en faire une vraie matière positive, c'est aussi une marque de champion que de se cacher et d'attendre éventuellement la bonne opportunité pour sortir du bois. Je pense qu'effectivement, alors je me suis permis aussi de lui dire que effectivement il a un comportement, il est seul, isolé, à Épinal, avec très peu d'entourage que lui-même, et c'est très très proche dans le fait d'être entouré de l'analyse. Il est peut-être pas non plus nécessaire de changer toute cette organisation qui fonctionne très bien, mais d'intégrer de nouveaux éléments comme celui par exemple d'arriver dans une épreuve comme celle-là avec une vraie pancarte. C'est un élément qu'il faut avoir parce qu'on n'est pas à la petite course comme il y disait du coin, même si on peut avoir plus de pression à la petite course des mines par chez nous qu'à la Saint-Élion. Oui, parce qu'il y a plus de regards connaissants. Oui, exactement, mais voilà, n'ayons pas peur des mots. Benjamin a des prétentions internationales, il nous l'a déjà prouvé. Ouais, il a envie de porter le maillot de l'équipe de France. Ce qui s'est passé cette année à Millau. Non, c'est Pierre Livache. Je viens de faire une confusion. Le maillot de l'équipe de France, tu l'as déjà porté pour le 100 km, et c'est Pierre qui nous avait annoncé qu'il voulait faire le championnat de France. Clairement, il a porté le maillot, il fait ce qu'il fait à Millau cette année, qui est pour moi la perf athlétique de l'année en France. Et ben maintenant, mais qui est Millau, le 100 km de Millau, même si c'est un retentissement. La Saint-Élion, on rentre dans une mécanique de la communication, de l'envergure autour, et maintenant il sait qu'il doit faire aussi avec ça, et il va le faire avec ses outils. Je pense que ça sert à rien non plus de le polluer avec tout un tas de théories que pourraient avoir tout un tas de gens sur tout un tas de sujets. Il sait que maintenant il faut qu'il ait ce nouvel outil pour que l'année prochaine ça se passe encore mieux, et sinon pour le reste il est bon, quoi. Ton problème de hanche, est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou quelque chose que tu as déjà eu? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? Parce que finalement, ce problème mécanique, tu as un peu arrêté net, quoi. T'es en pleine forme, là. Enfin, devant nous, tu as l'air d'aller bien. En fait, ça s'est produit exactement la même chose sur la dernière Saint-Élion auquel j'ai participé en 2022. Et alors moi, j'avais imaginé que ça pouvait être le fait d'avoir fait très peu de trail, le fait d'avoir une foulée différente sur du trail par rapport à la route que j'avais beaucoup fait en 2022, ramener un peu de déséquilibre, d'appui plutôt latéraux qui est très différent de la route. J'avais peut-être mis le coup là-dessus. Alors peut-être que je me trompe complètement, mais là on a deux scénarios qui se répètent parce que c'est vraiment la même chose. Pour autant, j'ai eu l'impression de faire une prépa plutôt typée trail, remettre des dossards sur des trails, des chemins glissants, même si c'est une forêt que je connais par cœur et que c'est pas les sentiers ici. Mais c'est quelque chose qui a creusé parce que c'est vrai que 2 coups de suite, exactement le même scénario où ça bascule très vite en fait. Alors forcément au 40e j'étais déjà bien entamé, mais c'est que 40 km, normalement je peux encore en tenir. Ça peut être difficile à partir du 65e, quoi. Mais là le fait qu'il y ait une cassure en 2-3 km, que ça passe de j'arrive à peu près à courir à je peux à peine marcher. Et ça c'était très intense parce que j'ai marché un petit peu, mais dès que j'essayais de repartir courir, en fait je sentais que tout ce qui est autour du bassin, j'avais plus d'allonge, je pouvais plus aligner les pas, j'avais commencé à avoir mal partout. Et paradoxalement, par contre, dès que j'avais de la petite foulée en montée par exemple, j'arrivais encore à monter très bien, en tout cas une montée à 25%, j'arrivais à courir sans problème parce qu'il y avait pas beaucoup d'amplitude et que c'était vraiment des petits pas. Et donc, question à creuser parce que c'est vrai que ça se passe ici, ça peut se passer sur d'autres trails. J'ai pas fait d'autres trails aussi compétitifs depuis très longtemps en réalité. Mais ce problème-là, il est récurrent quand même. Ouais. Bon, dernière question parce que je t'avais promis 10 minutes, on est déjà un tout petit peu dépassé. On a compris, tu as repris la piqûre sur le trail. Est-ce que c'est quoi tes prochaines ambitions là? Où est-ce qu'on va te voir en 2026? Tu as déjà des idées? C'est compliqué. Moi, je sais pas vraiment le programme. Je sais que j'ai envie de m'amuser sur les crosses parce que c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Et puis, c'est très raccourci dans l'année. Donc, j'essaie d'en profiter, de faire les crosses fédéraux. Et après, honnêtement, je sais toujours pas. On n'a pas eu d'annonce sur des championnats du monde de 100 km. Chose qui pourrait me tenter parce qu'avec la perf de Millau, peut-être que je peux être sélectionné directement. Et puis l'expérience équipe de France, que ça soit sur 100 km, elle m'a plu et elle me plaît. C'est quelque chose qui m'excite encore. Mais par contre, voilà, s'il y a une vraie question à se poser l'année prochaine pour 2026, c'est est-ce que j'ai envie d'aller sur trail ou est-ce que je reste un petit peu sur la route? Mais j'ai l'impression que si mon objectif majeur c'est la Saint-Élion,
les 2 mois que j'ai passé à préparer la Saint-Élion, ça va être un peu short et que je vais devoir dédier vraiment une année pleine, voire si ça peut être qu'une année et pas 2, c'est bien, mais au moins une année pleine en multipliant les courses comme ça. Alors à niveau national peut-être, mais en tout cas remettre beaucoup de dossards sur trail et s'entraîner spécifiquement pour arriver à la Saint-Élion en prêt. Bon, on ne sait pas où est-ce qu'on te verra dans les trails l'année prochaine, mais on te verra à la Saint-Élion, ça c'est sûr. Une western, une synthé dans l'année, et voilà. Voilà, très très bien. Oui, je ne prends pas beaucoup d'objectifs. Merci Benjamin, et puis j'espère que ton problème de mobilité va vite se régler, et félicitations à ton frère, puisque ton petit frère, grand frère a également a terminé la course. Alors normalement, je ne l'ai pas encore vu, mais bon. On prend des risques là en disant ça. Mince, je veux pas, on touche même pas du bois, mais voilà. Bonne récup. Merci, c'est gentil. La bande à des plus, présentée par Nicolas Ferret. Nous avons enregistré cet épisode de la bande AD+, dimanche matin, juste après l'arrivée de la Saint-Élion, dans la foulée de la cérémonie des médailles. Et nous avons eu le plaisir d'avoir avec nous, autour de la table, les vainqueurs de la Saint-Élion. L'ancienne championne du monde de trail, Adeline Martin, médaillée de bronze avec l'équipe de France aux derniers mondiaux en Espagne, 2e l'an dernier pour sa première fois sur la Saint-Élion derrière Marion Calves, et Sylvain Cachard, ex-champion d'Europe de course en montagne, vice-champion de France de trail court et médaillé d'argent aux mondiaux par équipe, entre autres performances, car à 26 ans, son palmarès est déjà étourdissant. Virgile Morizet était également avec nous. En 2022, il avait terminé 19e de la Saint-Élion. En 2023, 7e. L'an dernier, 4e. Et cette année, il s'offre une 2e place, tout comme au 90 du Mont-Blanc en juin. Il a aussi gagné le 100 km de Nice by UTMB en septembre. Et il a donc terminé 2e devant Pierre de Fontaine et son béret, et sa baguette, et sa rosette de Lyon. Trêve de blabla, c'est parti. Et on a des invités de choix aujourd'hui, invités qui ont animé cette Saint-Élion 2025. Sylvain Cachard, vainqueur de cette 71e émission. Salut Sylvain. Salut Nico, et salut tout le félicitations. monde. Merci beaucoup. L'autre vainqueur côté féminin, c'est Adeline Roche, Adeline Martin. Tu vois, j'ai toujours encore un petit réflexe. C'est pas faux de dire Roche. Oui, non plus, non, je suis plus connue sous Roche, même je dirais presque. Hein. Salut Nico, salut à tous. Bravo Adeline. Virgile Morizet, l'année dernière, t'étais 4e, cette année, t'es sur le podium, tu nous l'avais dit avant de partir, c'était ton objectif réussi. Bravo. Merci Nico de me recevoir, c'est un grand plaisir. Et on a un autre invité qu'on va plus entendre un peu plus tard dans l'émission. Toi aussi, Julien Declercq. Alors toi, tu es un amateur. Tu fais partie de l'équipe de Distance Plus, entre autres, un ami évidemment de la maison. Et puis j'avais envie d'avoir un retour terrain un peu plus amateur. Donc tu vas nous dire ça. Salut Julien. Salut. Tu vas bien ? Nickel. Bon. Pas de podium de mon côté, mais une Saint-Élion quand même. Fantastique. Et ben on y va. En master peut-être, non ? Un quoi ? En master. En master, est-ce que t'es master 1 ? Non, même pas, t'es jeune toi Julien. Master. 40 ans. Ah bah ici master. Ben ça joue. Hein. Donc faudra regarder M1 sur la... Ludo avec une faute professionnelle. Faudra regarder sur Life Trail quel classement tu as en master. Je vais regarder ça. On va commencer avec Adeline. Oui. Adeline, tu nous as dit, tu as dit, je pense un peu à tout le monde, comme tu sais souvent le faire, tu te caches pas. Moi, je suis venu pour gagner. D'ailleurs, je pense que c'était aussi ton objectif l'an dernier, même si tu découvrais davantage la course. Bon, bah, t'as gagné. Oui, c'est vrai que l'année dernière, je découvrais quand même et j'ai fait 2e, voilà. Et cette année, je me suis dit, il faut que je monte sur une marche, sur la marche supplémentaire, voilà. Et du coup, objectif atteint, je suis ravie. Quelle différence entre l'année dernière et cette année ? Ça va nous donner comme ça un petit peu, ne serait-ce que le temps, la météo. Est-ce que tu as trouvé ça très différent ? Juste avant, tu me disais que tu t'attendais à faire un gros cross. La météo, en général, quand je dis que je viens, il fait bon. Donc c'est, voilà, Okay. deux fois, parfait. Et non, je m'attendais pas à avoir une si belle météo, honnêtement. Donc c'est chouette. Et par contre, ouais, c'était un vrai cross, quoi. Un cross très long, mais c'était extra. J'aime bien ça, donc c'était chouette. Chouette, c'est-à-dire que la Saint-Élion, pour toi, faut pas qu'il y ait un peu d'hiver quand même ? Non ? Ah, il y a déjà quand même le parcours qui est déjà pas mal, quand même. Courir la nuit, c'est quand même aussi une ambiance particulière. Et déjà, rien que ça, déjà, c'est la Saint-Élion, quoi. Et après, oui, on pourrait rajouter un peu de froid. Pas de pluie, ça serait bien, mais non, mais c'était chouette. C'était quand même bien. Est-ce que tu as eu de l'adversité ? On t'a senti un peu seul devant tout le long quand même ? Est-ce que ça t'a manqué ?
Bah, en l'occurrence, t'as gagné, donc ça t'a Ouais, peut-être pas tant manqué. après Mais... comme je dis, en général je suis assez focus sur moi, quoi qu'il en est, j'essaye de faire ma course et de pas me focaliser sur les autres filles. Donc c'est ce que j'ai fait encore cette fois et après j'ai essayé de jouer, j'allais dire, d'être avec les garçons et de donner le meilleur de moi-même quand même, quoi. Sylvain, je te disais tout à l'heure, juste avant qu'on s'installe, que j'ai été un peu surpris, enfin je m'attendais pas à ce que ce genre de course t'attire. Et finalement, non seulement c'est faux, ça t'attire, mais ça te réussit aussi. Ouais, moi je pense que je suis attiré par les challenges. C'est vrai que saison après saison, on peut dire ce qu'on veut du calendrier de trail mondial, mais au moins l'avantage c'est qu'on peut aller piocher et faire des saisons complètement différentes. Chose où dans les autres sports d'endurance, soit en triathlon, dans le cyclisme, ça peut peut-être paraître un peu rébarbatif. Et donc moi, j'ai décidé d'utiliser ça pour rompre un peu parfois la monotonie. Honnêtement, j'en suis pas encore à un stade de ma carrière où je trouve ça monotone. Mais je veux dire, ce truc de Templier, un petit trophée au Vanoni pour finir la saison et puis on part en vacances. Là, je me suis dit, mais pourquoi pas? Je veux dire, ça me permettra de passer les fêtes de famille tranquille et pas à 20 heures par semaine. Oui, parce que 20 heures, c'est des grosses semaines. Virgile, il me regarde un peu bizarre. Lui, c'est ses semaines de récup, mais non, mais voilà. Du coup, c'était une bonne occasion. Et après, d'un point de vue purement sportif, je pense que je suis plus attiré affectivement, on va dire, par les circuits très montagneux. Par contre, je pense que sportivement parlant, j'ai des meilleures capacités à plat. Je le sens, rien que quand je fais un peu entre guillemets, je mets beaucoup moins d'investissement dans les entraînements en cross ou quand j'ai fait un 10 km route en début de saison ou quoi qu'en trail. Mais je sens que ça revient très vite. La foulée revient très vite. Voilà. Un naturel je pense avec athlétique. mon gabarit, avec mes années, on en parlait tout à l'heure, en sport-études, athlé, en Lozère, mes années de cross aussi quand j'étais en minime. L'air de rien, je viens de là et je trouve que c'est super bête de le renier et il y a du bon à tout, quoi. Donc, puis ça fait de toi finalement quelqu'un d'ultra polyvalent. T'es capable d'être très bon en course en montagne, t'es capable d'être bon sur des courses comme, je sais pas comment on peut la définir derrière la Saint-Élion. Parce que un gros cross, moi ça me va bien, un gros cross. Je sais pas si tout le monde sera d'accord par contre. Non, mais en gros je suis pas le meilleur quelque part, mais je suis bon partout. Et du coup, ça me permet de me faire plaisir en fait, quel que soit le scénario de course, quel que soit les conditions. T'en parlais avec Adeline, moi je trouve qu'en fait le trail, ce qui est cool, c'est que c'est un sport outdoor. Donc en fait une Saint-Élion, c'est entre Saint-Étienne et Lyon. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ça reste une Saint-Élion. Et il faut juste savoir s'adapter. Il y a eu des France de montagne dans la neige, il y a eu des courses par 40 degrés. Bon, on sait ce que je préfère, mais moi je trouve que c'est cool de s'adapter. Et aujourd'hui j'ai orienté mon entraînement de cette fin de saison pour m'adapter. Et puis je suis content de la manière dont je me suis adapté, ouais. Virgile, tu viens de te faire vanner par Sylvain parce que tu as plutôt tendance à aller vers le 200 km comme Benjamin Paulin. Ça t'a servi toi aussi, puisque tu es arrivé en forme avec une belle vitesse tout au long du trajet, puis vous finissez à 3 minutes l'un de l'autre. Ouais, c'est ça. 3 minutes. Je me permets de le vanner parce qu'il sait que j'ai énormément de respect pour lui. Il m'en a fait baver les 30 derniers kills. Puis heureusement qu'il n'y avait pas 200 mètres de plus. Ouais, c'est clair que moi j'ai tendance à accumuler beaucoup de volume. Je pense que je réponds très bien à des grosses charges d'entraînement, mais vraiment sur des intensités maîtrisées, beaucoup de seuil, beaucoup de SV1. C'est vraiment ça qui me fait progresser. Et là, j'avais vraiment axé mon entraînement de octobre à novembre sur les 30 derniers kilomètres de la Saint-Élion, où je savais que c'était là où je pourrais tout jouer, parce que Sylvain il dit qu'il est bon partout, moi je dirais que je suis moyen partout. Donc on n'a pas forcément les mêmes armes et je sais que c'est vraiment un peu entre guillemets à l'expérience sur du long où j'aurais pu t'avoir et ça s'est pas passé loin, disons. Ouais. C'était quand on m'a dit c'est Virgile qui est passé deux, j'ai fait je me suis rappelé un 90 du Mont Blanc, je me suis rappelé un peu le 100 Kilani, je me suis dit ça aurait été cool que ça soit quelqu'un d'autre, quoi. Le mec a une fâcheuse tendance à remonter, à remonter. C'est vrai, c'est ta spécialité. Sur le 90 du Mont Blanc, je pense que tout le monde a été impressionné par ta capacité. Je pense qu'il restait plus. Et c'est le seul du groupe de tête initial qui arrive à finir et qui est dans le podium à la fin. Enfin, c'est Strato ce qui sort comme course. Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel je mets beaucoup d'importance. C'est vraiment le pacing. Essayer d'être le plus régulier possible pour éviter les attaques. Par exemple, moi j'ai vu que Benjamin Paulin et Antoine Chervolin, dans toutes les bosses, ils en mettaient. C'était vraiment terrible. Moi j'essayais au plus de lisser l'effort pour perdre le moins d'énergie possible, parce que je sais très bien que la fin du parcours, si t'es frais, tu peux gagner énormément de temps.
Voilà, on voit bien Thomas Cardin quand il fait la Saint-Élion, c'est le seul qui ralentit pas, mais en fait c'est parce qu'il a les capacités justement de limiter les à-coups parce qu'il met un rythme d'enfer. La stratégie, en fait, c'est une de tes forces, c'est ça aussi. Je pense que c'est un stratège d'avant-course et pendant la course. Ouais, je pense que c'est un peu un moyen de survie aussi, dans le sens où avant, moi je viens du vélo de route et j'étais vraiment pas très fort, et mon seul moyen de survivre c'était d'être malin. Et j'ai un peu gardé ça en trail où bah ouais, pour reprendre l'exemple du 90 du Mont Blanc, j'avais une cheville en vrac, donc toutes les descentes je laissais filer, je revenais dans les montées parce que je me sentais très bien, et j'avais prévu de mettre un grand coup au col de Bâle, mais et j'ai mis un grand coup au col de Bâle, mais je suis passé de la 12e à la 4e place en une montée. C'est simple en fait le trail. Ouais, c'est ça, quand on vous écoute ça a l'air simple. Je pense que c'est pas si simple parce qu'il faut vraiment réussir à se détacher un peu du regard des autres, accepter que il y a des mecs moins forts devant et que tu vas revenir. Et après, ça te permet d'être au fight justement avec des gens plus forts que soi à la fin. Et justement, le fight, est-ce que tu visais Sylvain ? Est-ce que tu te disais que peut-être tu allais pouvoir le récupérer ? Je savais que, à part un gros craquage, ce serait très compliqué parce que c'est quand même un coureur d'un grand pédigré. Mais comme c'est Cachard. mais c'est. On sait jamais craquer. Ça peut craquer, comme beaucoup craquent sur cette course. Honnêtement, le nombre de coureurs que j'ai repris dans les 20 derniers kilomètres de la Saint-Élion sur mes 4 éditions, c'est monstrueux. Donc j'ai tout donné dans le final parce que faut toujours y croire. Voilà, il peut se passer n'importe quoi. Une hypo qui frappe terrible, tu marches sur le plat. Donc j'ai tout donné. D'ailleurs, des hippos, il y en a eu encore cette année, des gros shutdowns. On a parlé vite fait de Benjamin Paulin, qui était notre invité dans la dernière émission. On l'a un peu mis sur un piédestal. On en a fait un favori. Je pense que c'était le cas. D'ailleurs, il a fait un bon début de course. Vous l'entendrez dans cette émission, puisqu'on a fait un petit enregistrement juste avant avec lui. Il a eu la hanche qui s'est bloquée. Problème mécanique, vraiment, il était plus capable de courir, même s'il avait l'impression qu'il avait encore les armes. Hugo, j'aimerais avoir une petite réaction par rapport à ces gens qu'on a autour de la table. Je suis un peu déçu, t'as pas parlé de mes résultats. Mais j'ai quand même un bracelet élite au bras. On va en parler tout à l'heure. Il y en a que pour ceux qui ont les podiums, quoi. Le sous-élite n'a plus sa place ici. C'est terrible. Moi, je suis un peu comme Benjamin. J'ai été pris au niveau du bassin fessier. Mais moi, je sais pourquoi. L'entraînement a été orienté dans une direction qui était peut-être pas tout à fait la bonne pour la Saint-Élion. Après, je venais pour la première fois, donc c'est marrant d'apprendre. Ça, c'est vraiment étonnant quand même. Pour le coup, je t'avais prévenu, Hugo. Sur la première fois. On avait fait un footing avec Virgile. D'ailleurs, je suis content de voir qu'il a gagné parce qu'il s'était tordu la cheville sur le footing et je m'en voulais un peu. C'est moi qui avais tracé le parcours. Ah bravo. Mais bon. Ouais, il voulait éliminer la concu avant même la course. Ça a pas marché, je suis dégoûté. Tu termines 22e, je l'ai pas dit. Ouais, t'aurais pu dire 12, les gens y auraient cru, mais oui, 22, ouais. C'est pas honteux de terminer 22e. Je voulais avoir ton avis. Alors évidemment, t'étais de l'intérieur. Mais j'ai pas vu là, ouais, j'ai pas vu. Mais quand tu les entends comme ça, toi, c'est du croustillant pour toi. T'aimes ça, des gars qui vont à la bataille, qui mettent du cœur. Ouais, ce que j'apprécie, c'est que Sylvain, il a pas suivi le groupe de tête au début. Il a tout de suite compris, sans doute, que ça s'emballait un peu trop. 8e au premier ravito. Oui, mais avec de l'écart, il était pas dans le groupe. Non, pas loin. J'avais même demandé aucun écart, aucune position avant Sainte-Catherine. Je voulais vraiment rester dans mes je crois que même Stéphane Brognard validera cette technique de pas demander les écarts tout de suite. Et c'est beau de voir qu'il a pu se mettre à son rythme, laisser partir, alors que quand les gens voient Sylvain Cachard inscrit, c'est la meilleure cote, index, etc. On s'attend à ce qu'il soit devant, qu'il lead le truc, et il les laisse faire, il les rattrape, puis il gagne. C'est magnifique. Ouais. C'est facile le trail en fait, dit comme ça. Ouais, quand on résume. Toi aussi, Adeline, quand on te parle, quand on te voit aller, ça a l'air facile. Qu'est-ce qui est difficile pour toi ? Qu'est-ce que tu trouves difficile au départ d'une course ? Mais une course, ça reste toujours une course. C'est jamais gagné d'avance, en fait. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Et encore plus sur la Saint-Élion, je dirais. Jamais, pardon ? Jamais tu te dis ça ? C'est gagné d'avance ? Ah non, jamais. Ah bah non. Même quand je suis en pleine forme et que je suis quasi sûr de moi, on sait jamais ce qui peut se passer. Et comme disait tout à l'heure Sylvain, on maîtrise pas la forme aussi de nos adversaires. Et puis moi, je m'arrête jamais sur le papier. Ouais, aujourd'hui j'ai la meilleure cote, mais la cote, elle veut pas tout dire non plus, quoi. Il y a des filles qui font pas forcément des courses pour faire monter la cote. Il y a des filles qui arrivent aussi tout récemment. Non, puis les cotations, ça dépend des distances. Moi, voilà, j'avais les meilleures cotations, mais pour moi, c'était une blague, ça, en fait. C'était un peu la blague, quoi. C'est la première fois que tu courais sur cette distance. Et puis la Saint-Élion, si tu cours vite, tu peux t'en sortir aussi. Enfin, il y a tellement plein de paramètres que non, c'était pas gagné. C'est super intéressant, d'ailleurs, dans cette course. Toi, tu disais...
C'est l'aspect, je trouve que c'est un peu comme le cross, qui est un melting pot un peu C'est ça. des routards, des pistards. Il n'y a pas vraiment de spécialistes du cross, quoi. C'est des mecs qui se débrouillent bien, ou des filles, pardon, qui se débrouillent bien, des athlètes qui se débrouillent bien en cross. La Saint-Élion, c'est un peu pareil, tu vois. T'as un 100 bornard et il peut y avoir un marathonien qui débarque, des trailers longs, des trailers courts, et puis c'est jamais la spécialité vraiment de quelqu'un, et on est tous là pour s'affronter, et c'est ça qui est trop cool aussi, je trouve. Ludo, attends, faut que tu parles avant que tu t'endormes. C'est ça? Ou t'étais en train de dire qu'est-ce qu'il est bon ou je m'endors? J'en peux plus. J'étais en train de dire à mon collègue je suis en train de sombrer. Oui, il y a les yeux qui Alors vas-y, parle-nous pour rester éveillé. Ah non, mais moi j'écoute là, je bois leurs paroles. Moi j'ai kiffé, j'ai kiffé cette édition. Et ouais, voilà, je suis impressionné. Alors autant, c'est vrai que Adeline était vraiment annoncée comme... il y avait vraiment beaucoup d'écart, rien qu'en cotation. On peut être d'accord ou pas sur les cotations, mais il y avait quand même un gros gap. Et moi, je me suis dit, c'est son année. Si elle se tord pas la cheville, s'il n'y a pas de problème. Parce oui, sauf que la Saint-Élion, tu as toujours des problèmes. Le nombre de personnes qui s'arrêtent parce qu'ils ont mal au ventre, qu'ils ont des problèmes gastriques, j'en ai vu dans les prés. Ouais, j'en ai vu dans les prés. Et moi, ça a failli encore là. J'ai eu le coup et je me suis dit, ah non. Et non, ça a été. Mais ouais, parce que sur cette course, on a mal au ventre, on a le ventre qui est froid, il y a des variations de température. Et pourtant, elle faisait bon. Mais tu bois l'eau qui est un peu froide aussi. Et en fait, voilà. Et aussi, je pense qu'il y a une question de rythme et de changement de rythme. Oui, mais tu vois, ça arrive même à des gens qui sont dans les amateurs, je dirais, et qui ont aussi ce problème-là, et que je suis pas sûr qu'ils partent plus trop vite. Je pense que tout le monde part trop vite. Ouais. Je pense que tout le monde part trop vite et que le profil, oui, c'est sûr. Essayer de suivre un plan nutritionnel établi ou pas à l'avance sur un pacing qui est pas le bon, c'est sûr d'avoir des problèmes gastriques. Ah oui, non, c'est sûr. Et après, moi, comme je le dis, sur une course comme ça, on n'est pas fait non plus pour courir la nuit, physiologiquement. Alors je me dis, je suis pas sûr que manger toute la nuit, enfin, je sais pas. La nuit, c'est un sujet pour toi. Ça. Bah ouais, courir. Moi, de toute façon, ça fait des années qu'on me disait la Saint-Élion, je suis ligérienne, c'est pour toi. Faut découvrir ça, quoi. Mais moi, ça me faisait pas rêver. Courir la nuit dans le froid. Puis courir que la nuit, surtout. Tu vois, tu cours 2 heures de nuit, tu vois le lever du soleil. C'est trop bien. Comme mais la majorité des gens. Hein. Voilà. Mais là, nous, on court que la nuit, quoi. Mais au final, ça fait 2 éditions de suite. T'en tires quoi? Est-ce que finalement t'apprécies? Parce qu'il y a quand même une ambiance particulière, je trouve. Je sais pas, c'est mystique. Enfin, je sais pas, j'arrive pas trop à définir, mais je trouve qu'il y a quand même, quand t'es un peu seul, t'es dans la nature, t'entends. Enfin ouais, c'est un peu particulier, quoi. Les gars, vous, la nuit, c'est un sujet. Ça vous fait plaisir? Ça vous fait quoi? Ouais, enfin. Je pense aussi du fait de mon profil, moi j'aurais préféré qu'il pleuve, j'aurais préféré qu'il neige, j'aurais vraiment du vent terrible. Et là j'étais un peu déçu. Presque déçu des conditions. Trop facile. T'es sérieux? T'aimes les conditions dégueulasses? Non, pas particulièrement, mais elles me conviennent bien en fait. Je pense que pareil, il y a certains types de coureurs, ça demande une gestion en plus que le pacing, que la nutrition, s'habiller, mettre la veste, enlever la veste, tout ça. Et en fait, si c'est pas travailler à l'entraînement, c'est tout de suite problématique. Et quand on vient du vélo, pour le coup, on est habitué à s'entraîner dans des conditions dégueulasses. Hugo, tu pourras témoigner. Alors excuse-moi Virgile, mais ton truc marche pas parce que Sylvain s'est entraîné sous la pluie, donc il t'aurait battu quand même. Hein. Commence pas à chercher. J'en doute pas, une seconde. J'allais une fois dans le Trièves et comme par hasard, c'était le seul jour de l'année où il pleuvait d'après Nico Martin, mais ça j'y crois pas. Tiens, d'ailleurs, Nico Martin, parce que votre relation commence à bien durer. Quelle relation? Attends. Ouais, une belle relation. Une belle relation. Coach-athlète, hein. Chaque relation humaine est différente et amitié. dure à entretenir. Hein. Et justement, alors, je vais aller un peu au-delà de la Saint-Élion. Est-ce qu'on a un nouveau Sylvain Cachard là? Est-ce que vous êtes arrivé à maturité dans votre relation qui fait qu'aujourd'hui, tu récoltes les fruits de ça? Maturité, je pense pas. Ce serait manquer d'humilité de dire que je suis quelqu'un de mature et je pense que mes potes rigoleraient bien. À commencer par ma copine. Mais non, je pense par contre que c'est clair, ça fait 1 an que j'ai arrêté de bosser, un peu plus d'1 an. Quand je mets mes baskets, je me dis pas que je vais au taf. Quand je mets mes baskets, je suis l'homme le plus chanceux du monde de faire ce que j'aime. Et l'entraînement que je préfère, c'est celui du lundi matin. Parce que je me dis en fait, oui, t'as les cannes fatiguées du week-end, mais en fait, il y aurait beaucoup de gens qui paieraient pour être à ma place. Donc, mais c'est plus sur tous les à côté. Tous les à côté, en fait, logistique, matériel. Je suis quelqu'un de pas du tout matériel. J'ai tendance un peu à être border. Et en fait, sur le long, rien ne doit être laissé au hasard. Il y a tellement de paramètres inconnus que rien ne doit être laissé au hasard. Donc, il faut passer du temps sur des Excel, sur tester du matériel, sur faire des protos, et ça, c'était du temps que j'avais pas avant.
Et c'est du temps et de l'investissement mental que j'ai maintenant. Et je pense clairement que nouveau Sylvain Cachard, c'est peut-être un petit peu pompeux comme terme, mais en tout cas, j'ai plus confiance en moi, dans ma capacité physique à me fixer un objectif et à tenir l'entraînement qu'il faut pour espérer le réaliser. Je pense que c'est ça et c'est ce que les France m'ont montré, ce que le Mondial m'ont montré et ce que cette Saint-Élion m'a montré aussi. Ouais. Aujourd'hui, là, on se projette un petit peu. C'est quoi tes envies de demain ? Tes envies de 2026 ? Ah, parce que demain, c'est dormir. Non, Ouais. 2026, c'est continuer à explorer un peu. Hein. C'est vrai que c'est super cool. Je trouve qu'il y a un Mondial tous les 2 ans. Comme ça permet de jouer le jeu fédéral tous les 2 ans et vraiment de viser le Mondial. Et du coup, l'année prochaine, il n'y a pas de Mondial. Et donc, d'aller faire plus des grands classiques que j'ai jamais faites. J'ai un peu les mêmes réponses que sur les autres sollicitations médiatiques, quoi. Il y en a une, je peux pas trop dire. J'ai pas encore trop mis de mail pour demander aux orgas, mais c'est toujours un peu dur à avoir comme dossard. Mais sinon, voilà, le gros objectif sera l'OCC. C'est quelque chose c'est une course. Voilà, c'est une course de l'UTMB. C'est une course qui me tient à cœur. Je l'ai raté l'année dernière. Je veux voir comment j'ai progressé l'année prochaine. Virgile, toi, ton avenir à court terme, là, Une sieste, pareil. T'es rentré quand même dans une autre dimension cette année. Ouais. T'es passé sur un niveau international. Aujourd'hui, je me souviens de l'année dernière quand tu passes la ligne avec Antoine Charvelin. Tous les deux, vous avez eu une très très belle année. Même si Antoine a abandonné sur la Saint-Élion, mais c'était entre guillemets un objectif bonus. Voilà, tu fais partie de cette génération qui peuvent plus se cacher parce que maintenant tu as un nom, tu es connu, et puis on va te regarder davantage, quoi. Ouais, c'est sûr, petit à petit, je peux de moins en moins me cacher, même si je pense que, pareil, cette année, je restais annoncé comme outsider et je me plais très bien dans cette position, à pas avoir à prendre mes responsabilités, même si j'ai essayé de les prendre cette année. Donc non, l'année prochaine, moi, je vais vraiment m'orienter vers ce qui me fait vibrer, c'est-à-dire l'ultra trail en montagne. Voilà, je serai au départ de l'UTMB, j'espère, fin août. Pour la première fois. Pour la première fois, pour mon premier 100 miles. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur de réussir, d'essayer d'exprimer mes qualités d'endurance, de résilience et de pacing sur cette course, quoi. Adeline, même chose, même question. Ça ressemble à quoi l'année prochaine ? Ouais. On va déjà commencer par les France de trail et puis essayer de se qualifier pour les Europes. Hein. C'est vrai que moi, En Slovénie. Exactement, à Kamnik où on y était ensemble encore. 2017, on a junior. tout fait ensemble. Ah non, ouais, mais... t'étais un bébé. Oui. Il m'appelle mamie pour l'occasion. Non, mais c'est ma grande sœur. Donc au Kamnik on connaît. Ouais, non, l'équipe de France ça me tient à cœur et tant que j'arriverai à être performante et à pouvoir obtenir ma place, et voilà, je vais tout faire pour. Merci beaucoup. Merci à pour vous. le temps que vous nous avez accordé. Je vous laisse. Ouais, Sylvain, tu restes juste un instant. Virgile, merci infiniment. Merci C'était à vous. un plaisir À bientôt, de vous merci. recevoir. Allez Bravo vous reposer. à toi et bravo à vous. Merci. Merci beaucoup. C'était un merci. gros kiff. Vraiment. Merci. Et À bientôt, au revoir. Le ni oui ni non en partenariat avec NAC. Le ni oui ni non. Alors je sais pas si tu es rompu à l'exercice, mais je vais te poser des questions. Normalement, tu vas me répondre oui ou non, mais sauf que là, c'est interdit. Tu ne peux ni répondre ni oui ni non, ni effectivement, les petits mots-clés. En gros, l'idée, c'est la question doit te suggérer une anecdote, un truc à raconter, une blague, ça peut être aussi, voilà. T'es prêt ? J'espère être prêt. Alors, soyez indulgents, hein, j'ai une nuit blanche. Et rien dans mon estomac depuis l'arrivée de la course, puisqu'il décide de ne pas vouloir ingurgiter quelque chose, donc soyez indulgents. Et si tu dis un petit oui, un petit non, on ajoutera des petits buzzers, évidemment, en post-prod. Oh. Est-ce que le trail, c'est mieux que la course en montagne ? C'est super dur. Ça fera un J'ai buzz. compris le principe. Je vais raconter l'histoire. Non, la course en montagne, c'est une bande de passionnés, ça reste intimiste. Le trail, ça prend de l'ampleur. Je pourrais pas être au niveau que je suis si je pratiquais pas de trail. Si je pratiquais de la course en montagne toute ma carrière, je tomberais dans la monotonie et la mauvaise monotonie. Donc je suis très heureux que les deux disciplines existent. Est-ce que tu préfères... Est-ce que je serais un bon politicien ? Ouais, t'es pas mal. Est-ce que tu préfères gagner la Saint-Élion ou à l'OCC ? Ah là, clairement, il n'y a aucun débat. J'aimerais bien franchir cette ligne le mieux classée possible, cette ligne fin août à Chamonix, c'est sûr. La Chartreuse est-elle le plus beau massif en France ? Oui.
Oh, le buzz magicien. Mais là, c'était pas... J'étais obligé, ça sortait du cœur. Tout simplement, la Chartreuse, on a 3 massifs à Grenoble. Beldon, c'est ski de rando. Vercors, c'est ski de fond. Et Chartreuse, on fait tout. Chartreuse, on court. La Chartreuse, c'est sous-côté de l'espace. On court, on fait du VTT, du ski de fond, du ski de rando. Alors, faut qu'il y ait les condis. On est bien content d'avoir Beldon pour aller skier toute l'année. Enfin, tout l'hiver au moins. Mais non, la Chartreuse, c'est vraiment stylé. La question d'après, tu as quasiment répondu sans le savoir un petit peu plus tôt. Regrettes-tu d'avoir opté pour une carrière d'athlète professionnel au lieu d'être ingénieur à plein temps, avec plein d'argent probablement? Je vois ça comme... c'est pas un métier pour moi. C'est un métier parce qu'il y a des obligations, des choses que c'est peut-être moins dans ma nature. Je suis plus à l'aise basket au pied que micro à la main. Mais en tout cas... Tu es très à l'aise micro à la main. J'espère l'être un peu plus basket au pied. Mais en tout cas... Pour moi, c'est un projet. Je ne sais pas combien de temps il durera, mais en fait, c'est une manière de pouvoir m'exprimer sportivement et aller réaliser mes rêves de gosse. As-tu eu un déclic lors des championnats de France de trail court, en terminant deuxième, certes, derrière Fred Tranchant, mais en réalisant une performance exceptionnelle? Je ne sais pas si elle était exceptionnelle, mais j'ai eu un déclic parce que j'ai eu un début de saison un peu... compliqué. Je me suis vraiment focalisé sur le plat jusqu'à mars et ça a été un peu lent au démarrage, le début de saison de trail. Donc j'avais pas confiance en moi et ça m'a juste permis de retrouver la confiance. Faut-il aimer souffrir pour faire du trail de haut niveau? J'essaie de réfléchir pour pas dire les mots interdits. Il faut aimer souffrir. Il faut aimer se dépasser. Il faut aimer aller au-delà de ses limites. Ou au moins essayer de les titiller, ce sera déjà bien. Mais comme dans tous les sports d'endurance et comme dans beaucoup de choses dans la vie en fait. On a tendance à le sacraliser dans les sports d'endurance, le fait d'être maso et tout, mais il y a beaucoup de choses. Moi perso, métro boulot dodo, je trouve ça plus maso qu'aller courir de nuit 5 heures entre Saint-Etienne et Lyon. Rêves-tu de gagner l'UTMB? Oui. Magnifique. Gros buzzer. Es-tu capable de ne pas courir 1 voire 2 semaines d'affilée? J'ai aucun souci avec le fait de ne pas faire de sport. Et même, je suis super content. Je ne suis pas un grand communicant. Et quand je communique, c'est uniquement autour du sport. C'est voulu. C'est voulu parce que je communique parce que je suis athlète professionnel et coureur pro. Mais si je n'étais pas coureur pro, je n'aurais pas Instagram, j'aurais que le Strava de mes potes. D'ailleurs, tu t'y es mis, t'as mis du temps avant de t'y mettre. Oui, c'est vrai. Et j'apprends toujours un peu les codes. Mais j'ai plein d'autres passe-temps et j'ai hâte là de faire 2-3 semaines sans courir, sans même y penser. Et même je désinstalle Strava, Insta, tous les trucs de course à pied. Je fais du piano, je rappe, j'écris des trucs. Ah ouais. Et ouais. Intéressant. Ah non, mais ça reste bien au chaud dans mon disque dur et voilà. Non mais j'ai plein de. J'essaie en fait justement pour rester équilibré. Pour moi c'est la clé. En fait, si je suis dépendant de mon sport pour être heureux, pour moi, ça sera le début de la déchéance et je veux surtout pas que ça arrive. Dernière question. Penses-tu être le meilleur trailer de ta génération? Je réfléchis juste pour pas utiliser le mot interdit, mais je sais pertinemment la réponse. Je pense que j'ai eu énormément de chance d'être dans cette génération. Petite anecdote, France de montagne 2018, je fais 7e scratch, je suis 3e espoir. France de trail 2018, je fais 6e scratch, je suis 3e espoir. J'ai toujours été dans l'ombre. Et c'est ce qui m'a donné la dalle. Magnifique. Très très beau point final. Merci. Allez. Sylvain. C'était laborieux, je suis désolé. C'était très intéressant. Un petit mot de notre partenaire NAC. D'ailleurs, c'est ton partenaire à toi aussi. Tu es un athlète NAC et tu travailles aussi avec NAC pour plaisir, développer les produits, les boosts notamment. Tu as beaucoup bossé dessus. La gamme boost, on y a bossé une paire d'années dessus. Ouais. C'est une sous-question, mais c'est une fierté de rendre concret quelque chose sur lequel on a travaillé, qui a autant d'impact populaire. Carrément, je pense même que ça a permis un peu d'allier mon métier, ou en tout cas ma formation d'ingé, avec mon expérience de coureur pro. Et puis moi, je fonctionne à l'affect et les personnes avec qui je bosse chez NAC, comme chez tous mes sponsors, j'en ai peu des sponsors, mais c'est toujours des humains avant des marques. Et franchement, c'est top de bosser avec eux, je suis méga content. Merci Sylvain, on te libère. Avec grand plaisir, bon courage pour la suite et réveillez Ludo. Bon dodo, on va le réveiller dans quelques instants. Un petit mot quand même sur NAC, puisqu'ils sont en ce moment en train de faire une campagne de lutte contre le gaspillage alimentaire, en partant du constat qu'environ 1/3 de ce qui est produit chaque année par l'industrie agroalimentaire part à la poubelle en Amérique du Nord du moins.
Alors pour rappel, NAC est une entreprise québécoise. Outre le fait que notre partenaire utilise des ingrédients le plus possible biologiques et revalorisés, il lance une promotion en ce moment afin de ne pas gâcher des produits dont la date de péremption se rapproche. Ils sont encore bons, mais ça se rapproche. Et donc en ce moment, pour 2 packs achetés, vous en avez un qui est gratuit. Allez visiter la boutique en ligne de NAC si ça vous intéresse. Et si vous faites une commande NAC pour la première fois, eh bien vous avez un rabais toujours de 15% avec le code LBAD+. La bande AD+, présentée par Nicolas Frère. Allez, on va vous réveiller, messieurs. Je suis désolé de ne pas vous avoir donné plus que ça la parole, mais voilà, on avait un peu pas trop de temps avec nos invités, donc j'ai voulu. Nico, un athlète est resté. Un athlète est resté. Et Deux athlètes. Stéphane Brognard, tu parles. On a que des athlètes autour de la table. Il aurait pu courir en plus. Allez, Hugo, tu vas nous raconter un peu ça pour réveiller. Merci, Ludo. j'avais prévu un petit laïus. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. C'était magnifique. Ouais, alors déjà, très très beau. Rappelle-nous. Parce que tous nos auditeurs ne suivent pas activement tes actualités. Rappelle-nous pourquoi tu es venu à la Saint-Élion. Pourquoi tu as décidé pour la première fois de courir cette course? Avant tout pour l'argent. Non. Et te voilà riche aujourd'hui. Ah ouais, la 22e, j'ai encaissé. Non, j'étais venu parce que normalement j'anime une course à cette date-là, elle s'est décalée. Donc j'avais le week-end de libre, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Et du coup, je me suis dit, c'est l'année où il faut s'inscrire à la Saint-Élion. L'opportunité. Alors j'avais peur, je me suis dit, bon, on est en avril, tu t'inscris, bon, tu sais pas quelle météo il fait. Et là, j'ai été gâté. Mais gâté, parce que dans le sens où c'était une bonne météo. Ah ouais. C'était une très très bonne météo. Et toi, t'étais pas déçu? Après, j'aurais bien aimé aussi batailler dans le côté épique. Froid, neige, prendre des automatismes, comme disait Virgile, pour tout ce qui est à côté, quand la météo vrille. Mais bon, on la décide pas, donc peut-être je reviendrai sur la Saint-Élion et ce sera catastrophique la météo la prochaine. Et donc t'as aimé cette course? Donc je suis venu pour la date parce que c'est un événement, je le connaissais pas, je le suivais, mais une fois qu'on est dedans, Ludo il est dedans en tant que speaker, c'est très 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 bien organisé, c'est royal. C'est pas pour rien que c'est la doyenne, 71e édition, je le disais tout à l'heure. Oui, et puis gérer autant de coureurs, parce que ça augmente un petit peu d'une année à l'autre. À peu près 20 000 coureurs au total. Ouais, sans faire d'accro. Sur l'ensemble des événements. Ouais. Mais par contre, Hugo... Tiens, Stéphane Brognard. Oui, j'en profite, je prends la balle au bon, Nicolas. Je vous épargne. Allez. Comment stratégiquement tu places une telle course où quand on finit 22e, on est clairement obligé de s'employer. On décide pas de faire ça avec ses potes, à terminer, à faire ça en 10-15 heures ou je sais pas, tranquillou. On s'emploie quand on fait 22e. Toi, tu as l'habitude d'avoir une saison qui est un UTMB, point fort. Comment derrière on rembraye. Est-ce que l'espace ne va pas être court avec le début d'une autre saison dont on sait pertinemment que ton gros cœur de saison, c'est juillet, août, septembre, allez, on va dire vraiment. Et comment on arrive pour cette période hivernale ou remettre à 80 bandes de cette intensité-là, dans ces sports très énergivores, même physiquement, presque plus que peut-être certains trails. Comment on goupille ça en plein mois de décembre quand on a une stratégie de vouloir performer, et on l'espère tous pour toi, je suis bien placé pour le savoir, te voir briller à l'UTMB. Mais je pense que je me suis un petit peu raté sur la préparation parce que sortant de l'UTMB, je me suis évidemment reposé. J'ai repris de manière très progressive, même si j'étais tenté d'accompagner Virgile dans ses folies. J'ai repris très progressivement. Je suis jamais monté très haut en volume non plus parce que voilà, on sortait d'une saison d'ultra. Mais j'ai pris le pari de faire de la très haute vitesse, de la survitesse, en me disant c'est ça qui me manque comme je sors de la saison d'ultra. Et c'était sans doute une petite erreur. En fait, il me manquait plus des exercices de type seuil en côte. Et puis la très haute vitesse m'a peut-être cassé aussi musculairement parce que j'ai senti assez vite des petites gênes. Voilà, un petit peu comme décrivait Benjamin Paulin qui s'est lui aussi surpassé dans sa préparation pour venir vraiment sur le trail par rapport à la route. Et je pense que j'ai raté un peu le thème de la préparation. Mais encore une fois, c'était pas très grave. C'était la première fois que je venais. Je m'attendais à beaucoup de surprises. Et au final, à part ça, j'en ai très peu eu. Tu visais un temps précis ? Je pensais qu'il était possible pour moi de mettre 6h15. Ouais. Et jusqu'à Soucy-en-Jarez, c'était bien parti. Et 6h33. Je mets 6h33.
Donc ça a bien dérivé. Et je continue dans la même lignée. Là, tu nous parles de l'avant, de la préparation et forcément du résultat que tu viens de vivre. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quelle est la stratégie vraiment, en plein mois de décembre, de faire cet effort de 80 km à très haute dose sur l'impact et sur les bienfaits pour pouvoir briller à l'UTMB, au prochain UTMB ou d'autres courses majeures de cette période de juillet-août. On est quand même au mois de décembre, on sait que d'habitude on travaille fortement, toute une préparation physique générale, etc. Toi, tu décides de jouer sur quelque chose qui a un impact physique important. Un marathon a une quantité de dégâts beaucoup plus importante que certains trails, etc. Et c'est quoi l'anticipation par rapport à juillet-août prochain ? Eh bien, le fait d'avoir retravaillé à plat, ça m'a permis aussi de remettre un peu les bases avec un test à l'effort que j'ai pu faire en fin de préparation. Et là, ça m'a donné une indication comme quoi ma préparation n'était pas axée sur le bon thème. Et aussi, le fait de pousser jusqu'à la Saint-Élion me permet d'accepter vraiment mentalement une coupure derrière pour repartir, justement, pas tout à fait au 1er janvier, un petit peu avant, mais pour repartir sur une base très très saine et vivre justement un hiver de préparation physique générale comme tu le dis, puisque l'an dernier j'avais préparé l'Ultra Trail du Chianti et c'était peut-être trop tôt. Ludo, est-ce que tu as accueilli le camarade que tu as à côté de toi, Julien? Il me fait des yeux, mais de quoi il me parle? Pourquoi il me réveille? À la Diag, tu parles? Non, oh là là. Ah bah si. Il est jamais là pour Si, à m'accueillir. la Diag, non. Mais si, parce que en fait, Julien, n'aie pas peur du micro, Julien. Julien a couru la Diag avant de courir la Saint-Élion, donc tu l'as Et peut-être. à chaque fois, j'ai raté Ludo à l'arrivée. Ah mais non. Ouais. Mais t'es arrivé alors qu'il était encore au micro. Il était en pause. On m'a dit, il est sûrement du côté du bar. Aujourd'hui? Non, sur la Diag. Il faut que tu accroches un planning Ludo au départ, comme ça les gens peuvent mais après caler les gens leur ils sont temps de déçus. course. Si je leur dis que je suis pas là, ils finissent pas la course. Là, ils pensent qu'ils vont m'avoir et du coup, ça les motive et je suis pas là. Julien, est-ce que toi à quelle heure t'es arrivé, Jules? J'ai mis 46 heures. Ouais, Ah oui. 46 heures. C'était normalement dans tes dates dans tes horaires de dispo. T'étais Ouais. là. Tu J'ai on parle un de courrier la d'huissier Diag, hein. qui Le le samedi confirme. en début d'après-midi. Motif de licenciement 20 sur le prochain. 20h, oui, j'étais là. Ah oui, tu devais être là. Tu Ouais, devais je être vais là. être là. J'avais accès à toute ma préparation pour viser un temps qui me permettait que tu Eh sois ouais, là. mais ouais, normalement, j'étais là. Et j'étais Toute pas la eu. frustration. Je devais aller faire pipi, sûrement. Parce que ça pisse un speaker. Ah bah ouais, ça pisse un speaker. J'y retournerai l'année prochaine et cette fois-ci, j'espère bien. Faut envoyer un texto. T'étais dans le bon créneau. Hein. Le samedi après-midi, en règle générale, je fais 15h minuit. Donc, Ouais, très sérieusement, Julien, est-ce que tu fais partie de ces athlètes qui se disent ah, ce serait quand même cool qu'il y ait Ludo à l'arrivée sur ces gros événements-là? au contraire, Bah je suis non, là. bah si, il peut. Non, mais sur la Diag, en plus, on en avait parlé avant. Ouais. Il m'avait dit que si je mettais plus de 50 et quelques heures, C'était un randonneur. j'étais considéré comme un randonneur. Ouais. Ça piquait un peu Donc au ça me vif. tenait à cœur d'arriver dans les Ça, temps c'est et de son lui côté dire. élitiste. De lui dire t'avais tort. Je suis pas un randonneur, je suis un trailer. Exactement, on avait discuté. Exactement. Non, mais c'est vrai que souvent, c'est mal pris. Je sais pas pourquoi le français est un peu comme ça. Quand il a une belle tenue à 1500 € complet, il est trailer et que quand tu dépasses un certain temps et que tu as fait tout en marchant et que tu n'as pas relancé, tu es plutôt considéré comme un randonneur sportif de très bon niveau, mais un randonneur sportif plus qu'un trailer. Et ça passe pas quand je dis ça, je me fais massacrer. Donc moi, je me considère comme un randonneur très peu sportif, mais j'ai pas de souci avec ça. Enfin, tu vois, le trail, encore une fois, ou l'ultra, après les côtes, tu relances, tu cours, dans les descentes, tu cours. Enfin, tu vois, Et d'autant plus qu'à la diagonale, il y a cet esprit de grand raid qui est là depuis le début, où en fait, au début, tout le monde faisait en marchant, parce qu'il n'y avait pas de C'est ça, trail qui ouais. existait. Mais les gens acceptent pas, je sais pas pourquoi. Pourtant c'est pas dévalorisant hein, d'être un très bon randonneur. Enfin moi je le considère pas comme. D'ailleurs, je remets la petite pièce sur la Saint-Élion, mais tout comme le Grand Raid, la Saint-Élion était avant tout une marche au départ. C'était pas Ouais, une course. ouais, là, c'est plus Il le était cas, hein. même interdit de courir. Ouais, c'est vrai. C'est assez fou. Ouais. Et t'avais un participant qui a fait les éditions où il fallait marcher, après il a eu le droit de courir les Ouais, et éditions d'après, j'avais il a vu sur, gagné, ouais. Donc voilà, je l'avais un fou. peu taquiné pour qu'il arrive dans les heures où je suis là. Bon, malheureusement, il a dû arriver vraiment à un moment où soit j'ai été faire pipi, soit j'ai été chercher ma barquette. Tu sais, on va chercher nos barquettes comme les coureurs. Et alors, au fond, qu'est-ce là-bas qu'on dans le mange stade. quand on est speaker de la Saint-Élion? Comme les coureurs, hein, ou un rougail saucisse, ou Ah mais non, un mais il est curry, revenu sur la diagonale. Ouais. Moi, Non, mais je parlais de la diagonale Ouais. parce c'est là où j'aurais Ouais, dû voir. on essaye de mettre un peu de magie dans ce podcast sur la Saint-Élion, quoi. Ah là, oui, parce Non. que Non, ici, qu'est-ce qu'on mange?
Ouais, je pensais non, que là, on mange pas, là. Vous mangez pas, là, non. Non, là, on mange pas pendant la nuit. Tu vois, on a mangé avant, on s'est préparé pour, et puis après, la nuit, elle défile. Est-ce que tu vois une différence parce que tu disais tout à l'heure, j'ai kiffé cette édition, mais sans vouloir t'envoyer une balle, tu kiffes toutes les éditions, toi. C'est rare. Je t'ai jamais entendu dire ça, cette édition-là, c'était tout pourri. Est-ce que tu arrives à distinguer une édition différente? Tu sais, il y a beaucoup de différences pour moi pour la Saint-Élion et les autres courses. C'est qu'à la Saint-Élion, je viens sans pression, parce que je suis pas la voix leader. La voix ici, c'est Eric Garcia. C'est lui la locomotive. Et nous, les animateurs, on est 7, on est les wagons. On vient l'aider, on vient l'appuyer. Et moi, du coup, je peux profiter encore un peu plus de la course, de suivre aussi sur mon téléphone ce qui est en train de se passer. Bien sûr, le live sur le grand écran. Et du coup, je prends aussi beaucoup de plaisir à être ici, parce que je le vis différemment. C'est pas à moi avoir la tête qui fonctionne, parce qu'on a l'impression, hein, Hugo, il le sait, il fait le même métier. On nous dit toujours, oh, on est facile. Mais les gens ne se rendent pas compte. Comme le cerveau, il tourne en permanence pour que la note de musique, que la partition soit le mieux possible et parfaite. L'apport du vide aussi. Voilà. Et là, ici, moi, j'ai zéro pression. Parce que je ne suis pas le meneur. J'apporte. En plus, j'appuie. Et du coup, j'y prends beaucoup de plaisir. Et tu arrives à finalement mieux apprécier peut-être l'événement que d'autres événements où tu es le leader. Parce que j'ai un peu moins la tête dans le guidon, où je dois penser à tout, pour tout le monde. Et tout regarder pour les chronométreurs, pour voilà, quand je viens animer sur la course d'Hugo, sur le TNR, il le sait, je reste sur la ligne, même si des fois il me dit repose-toi, va te poser un petit peu, non, je reste, je regarde, les coureurs y passent, tiens lui il a un dossard bizarrement, c'est un homme mais il est classé chez les femmes, boum, je vais tout de suite voir. Ça arrive ça Ça arrive dans toutes les courses, tous les week-ends. Donc voilà, lui il a pas bipé, un tel machin, et donc toi, je suis partout et du coup t'as moins forcément, je suis qu'un être humain, je suis pas un IA, donc il y a des moments je zappe des trucs et j'ai la tête qui fume et il y a même quoi. Des moments où tu perds ta voix, on est en train de l'entendre. On l'entend surtout là. Ah bah là ouais, il y a ta voix qui est en train de partir. J'ai un peu attrapé, j'ai un petit souci sur les bronches là depuis quelques jours, depuis que je suis rentré de Rodrigue et du coup, t'as beaucoup donné. Ouais. La saison aussi commence, c'est des muscles, hein, des cordes vocales, donc elle commence à ramasser. Julien, comment c'est pas. Alors, dis-nous d'abord quel trailer tu es, toi. Je vais te demander de mettre sur ton menton le micro pour qu'on puisse bien t'entendre. Quel type de trailer tu es pour contextualiser un peu les auditeurs qui ne te connaissent pas. Trailer amateur. Milieu on va dire milieu du peloton. Milieu un petit peu plus, mais complètement milieu. J'adore courir. Donc pareil, je vais pas spécialement m'entraîner, j'aime bien aller courir 4-5 fois par semaine et l'ambiance course aussi me plaît. Donc, toutes les raisons sont bonnes pour aller courir. Ouais, toutes les raisons sont bonnes. D'aller d'un endroit à un autre, quand je vais chez des potes, j'y vais en courant. Quand il y a un événement, j'y vais en courant. Enfin, j'aime bien, c'est vraiment un truc qui me plaît. Donc voilà, après clairement amateur. Donc moi je vois la Saint-Élion aussi complètement différemment des gens qui ont pu intervenir ici. Quand on nous dit que c'est une course malheureusement qui se passe que la nuit, moi j'ai la chance de pouvoir voir le soleil se lever en dehors de la halle Tony Garnier. Donc ouais, non, c'est une course. Si tu veux qu'on parle peut-être de la Saint-Élion, moi c'est la 4e cette fois-ci. Ok. Alors j'habite à Valence, donc je suis un peu quasi à domicile. Et on va dire que c'est un peu la course qui m'a fait rentrer, alors pas sur le format ultra parce que c'est peut-être pas considéré comme un ultra, mais sur la longue distance. C'était la première course longue distance sur laquelle je me suis lancé. Parce que j'ai l'impression que en tout cas pour les trailers amateurs, souvent on va te vendre ça comme la porte d'entrée vers le trail et vers le trail longue distance. Et ce qui à mon sens en fait est une escroquerie parce que c'est pas du tout ça. Et je m'en suis rendu compte dès la première fois où j'ai participé. C'est qu'on va dire qu'il y a une partie trail assez légère qui est sur la première partie de la course, mais en fait très vite, alors je sais pas si on peut le situer à Sainte-Catherine ou Saint-Genou, mais en fait ça va très vite, c'est beaucoup de plats, ça va très très vite. Donc pour moi ça ressemble pas forcément à un trail comme ce qu'on peut trouver en montagne, ou je trouve ça hyper dur en fait. J'ai l'impression moi d'arriver beaucoup plus détruit des 80 bornes de la Saint-Élion que dans 100 bornes en montagne où il y a
Après, c'est parce que aussi je mets moins d'intensité et l'effort est moins important, mais cette seconde partie, elle est vraiment hyper exigeante. Et je sais que physiquement, en tout cas, en plus pour des trailers amateurs, c'est hyper dur, quoi. Et pourquoi tu y reviens ? Pourquoi tu es revenu la courir ? J'ai l'impression, comme 3/4 des gens du peloton, à chaque fois on se dit qu'est-ce qu'on fout là, c'est dur, ça n'a pas d'intérêt, c'est compliqué, puis on finit par y revenir, quoi. Après, je pense qu'elle bénéficie aussi d'un positionnement dans la saison. C'est drôle parce que j'ai l'impression que même sur des trailers élites, il y en a quand même qui se mettent ça un peu en joker et sans vraiment que ce soit un objectif de saison. C'est un peu la course que tu rajoutes à la fin. Et moi, je sais que c'est ça. En plus, moi, j'habite pas très loin, donc tu as un peu se dire bon, allez, une dernière pour la route, quoi. Sinon, tu as peur d'avoir un peu cette espèce de FOMO de pas l'avoir fait. Donc et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens, même chez les élites, ce truc de... je vais même te dire un truc, même chez les journalistes. Non, mais vraiment. Tu te dis, mais on a couvert beaucoup d'événements. Mais le FOMO, quoi. Si on n'y est pas, s'il se passe un truc et que les autres y sont, puis pas nous, puis il y a vraiment ça. Ouais, puis moi, je sais que je me fais piéger à chaque fois parce que tu te dis, bon, elle est pas si longue que ça. Au final, moi, je sais que je mets 9-10 heures, donc c'est pas. Toi, tu te dis à chaque fois, bon, ça va, c'est pas trop exigeant, c'est à côté, ça se fait. Et en fait, à chaque fois, c'est comme une course qui te massacre un peu, quoi, qui est hyper dur. Donc mais ouais, son positionnement dans le planning, je pense, fait qu'elle est un peu particulière. Il y a plein de gens qui le font comme un objectif de saison ou comme une entrée dans le trail, mais tu as aussi beaucoup de gens qui le voient comme la petite dernière avant de boucler la saison, quoi. Ta course préférée, celle que tu as préféré vivre, courir ? En général ? Ouais. À la Diag. Tout récemment. Ah ouais, c'était la première fois ? C'était la première fois et j'y retournerai. Énorme coup de cœur. Énorme coup de cœur. Machine beaucoup moins commerciale que d'autres courses. Ambiance de dingue, paysage de dingue. Ça coche tout, quoi. Ouais. Après moi, c'était mon premier ultra. Donc c'est aussi, je pense que c'était particulier aussi à ce titre-là. Mais ouais, énorme coup de cœur pour cette course, pour les gens. Tu dis ça parce que t'as pas non plus vécu la clé de 12. C'était le petit moment où je plaçais clé de 12 dans la... Alors beaucoup moins commercial que la Diag, la clé de 12 d'ailleurs. Non mais alors par contre, tu sais quoi ? J'ai reçu des messages, Stéphane Brognard, me disant « Mais Stéphane Brognard parle toujours de la clé de 12, mais il dit jamais ce que c'est. » C'est quoi la clé de 12 ? Et ben là, t'as gagné. Tu vas pouvoir enfin expliquer ce que c'est. L'art du teasing. L'art du teasing. Alors, la clé de 12 est un triangle équilatéral de 72 km de côté en 2D sur une carte dont l'un des sommets est ma ferme, et ça se passe la 3e semaine de septembre tous les ans, et c'est très peu de participants. On ouvre à 30 personnes. Vous partez de la ferme, je vous donne un premier point. Vous avez 20h12 par côté de triangle pour réaliser un parcours 72 km en 2D. Ça représente quasiment une centaine de kilomètres en réel quand vous cherchez à trouver la trace idéale. Et vous avez 20h12 par côté et vous avez 60 heures et 36 minutes pour rejoindre la ferme. Voilà. Et chaque année, c'est une véritable aventure où il n'y a aucune organisation. L'inscription est d'1,83 €. C'est le prix du pulco et des 3 écous que je donne aux concurrents au départ. Et puis vous partez véritablement dans une aventure totalement solitaire. C'est un vrai pas de côté. Et on va faire un parallèle effectivement avec ce que Julien a pu dire et que je trouve vraiment sympa. C'est-à-dire qu'effectivement, une épreuve comme la clé de 12, et je pense aussi que c'est aussi ce qui pousse tout un tas de personnes, on ne sait pas pourquoi on y revient. Je pense que le pas de côté est vraiment quelque chose qui est important, et la clé de 12 fait partie des pas de côté dans sa vie. Pourquoi qu'on y revient ? Parce qu'à ce moment-là de l'année, on est content de faire un pas de côté par rapport à sa vie habituelle, et je peux tout à fait l'entendre. Et je profite que tu me laisses le micro, et je ne vais pas y aller longtemps, mais... Non, mais j'ai des questions à te poser. Continue. Voilà, et moi, la clé de, la Saint-Élion est pas du tout ma tasse de thé pour tout un tas de raisons. C'est aussi pour ça que, en parlant avec Hugo, parce que c'est un secret pour personne, on converse aussi, on a conversé toute l'année dernière sur des approches un peu de stratégie, de chercher une forme de renouveau, de chercher à faire autrement pour pouvoir parvenir à ces fins qui lui étaient vraiment nécessaires, et notamment dans des périodes qui s'appellent fin août ou autres, etc. En 2027, je lui donne encore plus les clés du véhicule, attention. Et pas 2026-2027. Et donc, inévitablement, que pour moi, une Saint-Élion n'est absolument pas une bonne stratégie quand on est plutôt un trailer de juin à septembre, voire octobre pour donc une là, diagonale. il te tacle. Il veut que tu le comprennes. Il est pas content, il voulait tout faire la première année.
Mais je comprends tout à fait cette idée de la Saint-Élion, la doyenne. C'est presque, il y a aussi une forme de pèlerinage. J'ai l'impression qu'il y a tout un tas de personnes qui viennent dans une forme de pèlerinage, c'est le mot, avec un espèce de rendez-vous chaque année très festif. Et d'ailleurs, la Saint-Élion, parce que je la découvre vraiment, c'est la première fois. C'est un espèce de. C'est la première fois que tu viens ici. C'est la première fois que je viens ici. C'est la première fois que je m'intéresse à la Saint-Élion. J'avais une vague idée de ce truc-là, mais en plein mois de décembre, on fait de la corde à sauter, de la PPG, du ski roue, voire du ski de fond, du ski de rando, et on fait plein d'autres choses que vraiment faire de la course à pied dans mon intellect et même dans les athlètes que j'accompagne. Mais c'était l'occasion aussi de dire, mais je vais pas mourir non plus idiot. Tous les athlètes que j'accompagne savent comment je parle de la Saint-Élion, et voilà, on en fait une drôlerie parce que finalement c'est aussi un point de vue, et peu importe, je suis pas en train de dire que j'ai raison, et que finalement je me suis rendu compte de cette ampleur vraiment du pèlerinage, et je vais même aller plus loin, et je pense que je vais faire sourire un paquet de personnes en disant ça. Je me verrais tout à fait faire cette épreuve en relais à 4. J'avoue que le relais, et de ça a vivre l'air le pèlerinage, cool. Ça pourrait vraiment être très sympa. D'ailleurs, on peut tout à fait imaginer avec qui je pourrais faire ça, et ça pourrait vraiment donner un caractère vraiment, vraiment sympa. Et c'est comme ça que je viens de rentrer dans ce truc-là. J'étais arrivé à l'émission avec une fervente intention aussi de peut-être être un peu troublion, et que là, depuis 4 jours que je suis sur Lyon, et que j'ai fait tout un tas de choses, mais surtout que j'ai senti ce truc-là, et j'entends des gens qui l'ont fait, j'ai entendu tout ce que... Parce que je m'y suis intéressé, il y a un vrai gros capital, au-delà de la sympathie, il y a même des histoires de famille, enfin, c'est un monument, quoi. C'est incroyable. Tu étais là depuis quelques jours, et tu as fait des allers-retours en montée quelque part dans Lyon, c'est ça, hein? Alors j'ai fait coquillat. Alors coquillat au jambon, sans beurre et sans gruyère. Alors ça, c'est un peu pour la blague, parce qu'avec les copains de footing souple, quand en mois d'octobre dernier je donnais une conférence sur Lyon, et en repartant chez mon ami Renaud, je le vois, on était en vélo, on porte le vélo dans une montée, et je me retrouve dans un escalier très très raide, utilisé d'ailleurs dans le Lyon Urban Trail, qui fait partie de ces quelques escaliers remarquables de la ville de Lyon, vieil escalier, 60 mètres de dénivelé positif, très tordu, avec des marches de toutes les tailles, avec des fois des rampes, etc. Je dis tiens, ce serait sympa de tourner quelques heures. Comme cette semaine, j'étais présent sur Lyon, c'était l'occasion. Donc on a fait 60 allers-retours de 60 mètres, 3600 mètres de dénivelé positif dans cette montée coquillat, et forcément avec la bande à casque, j'allais dire la bande à casquette souple, mais enfin avec la bande des copains de footing souple. Il nous est vite venu l'idée de coquillette au jambon, donc coquillat au jambon, enfin bref. Et donc j'ai profité, mais j'ai surtout vraiment, alors j'ai passé ce moment parce que ça me permet de me préparer, mais j'ai vraiment découvert un truc, et je vais pas dire que je reviens sur tout ce que j'ai pu dire sur la Saint-Élion, mais cette énergie, alors oui, les élites, oui, les gens de devant, mais Julien le résume vraiment bien, j'habite à côté et tout, et ça fait partie du jeu. Et je reviens aussi sur l'idée que si on veut jouer le jeu de la synthé, et qu'on veut jouer devant, il faut faire très attention à son organisation de saison. Parce que l'impact d'une Saint-Élion n'a rien à voir avec l'impact d'un 90 du Mont-Blanc, je pense. En termes de physiologie, ça c'est rien à voir. Donc attention, méfiance à pas vouloir jouer sur tous les tableaux non plus, quoi. Tu veux dire que c'est plus traumatisant une Saint-Élion qu'un 90 du Mont-Blanc? Je prends n'importe quel ultra-trailer de très haut niveau à l'heure actuelle. On va dire qu'il est capable peut-être de faire 3 grosses courses de 100 miles avec un niveau de performance de très haute. Quand vous avez un marathonien autour des 2 heures, ou en moins de 2h10, quand il en fait 1 voire 2, c'est exceptionnel. L'impact sur le corps, c'est pas moi qui l'invente. L'impact, parce qu'on est quasiment sur de la course sur route en termes de ressenti d'impact, et d'impact dans le corps et dans le corps profond. Hugo vient de courir, Julien vient de courir, on a un amateur, on a quelqu'un qui est élite, on avait le vainqueur de la course. Si vous voyez dans l'état qu'il est en se relevant pour aller sur le plateau juste à côté, on voit bien que l'impact sur le corps n'est pas du tout anodin. Alors que l'impact sur la vainqueur, pas du tout, hein. Elle est pas du tout traumatisée. Il y a 20 kilos d'écart, c'est peut-être pour ça. Non, je pense que attention à se prendre au jeu en étant amateur, et en se disant que cette Saint-Élion est un formidable petit voyage, un peu comme ça traditionnel, à être plusieurs à faire ça. Et c'est pour ça que les relais, autant j'ai toujours été un peu sceptique sur l'histoire des relais. Moi, ça m'a vraiment donné, ça me donne chaque année envie. Le relais sur une course comme celle-là, je trouve ça mais génial, quoi. Vraiment, ouais, je comprends pas pourquoi d'ailleurs il y a pas. Là, il y avait
la team Cryo Advance, il y a la team ASICS, il y a tous les partenaires. Et pourquoi il n'y a pas la bande AD+? Alors là, je comprends pas. Là, pourquoi pas, l'année prochaine. L'année prochaine. L'année prochaine. Là, ça m'échappe. Moi, voilà. Et puis c'est vrai. Hugo est dubitatif, j'ai l'impression. Il y a quand même Je suis pas en train mal. de te regarder, mon Ludo, pour me dire sur quelle section on va te mettre. On peut peut-être faire des sous-sections. Ça pourrait être sympa quand même. Tout de suite, on propose moins. Non, moi, faut me mettre la plus roulante, la fin. Ah oui. Elle est pas non plus. Mais c'est la partie descendante, mais après, elle est un peu cassante. Après, comme il disait, le problème c'est qu'il y a quand même pas mal de routes, il y a quand même pas mal de bitume aussi, il y a des champs, mais ça tape quand même fort. Et puis on dit souvent ici à la Saint-Élion, si tu cours pas, tu recules. Mais toi, tu serais bien autour de Sainte-Catherine, Ludo, là, dans la forêt, là. Ouais, la partie la plus. Non. Oui, là, tu auras un beau terrain. C'est joli là-haut. En parlant de rouler, je sais pas si vous avez vu dans ce live, pour moi c'était un gag et j'ai toujours pas la réponse d'ailleurs. Ce live. C'est les athlètes élites qui se retrouvent dans un sentier là avec deux voitures. Les gars ils devaient être perdus. Je sais pas ce qu'ils foutaient là. Je pense qu'ils devaient aller faire un ravito et ils étaient dans le sentier des coureurs. Et on voit Antoine Charvelin, on voit Benjamin passer taper sur les voitures. Et là, pour moi, c'est le gag. J'ai toujours pas la réponse, mais ces deux voitures dans le sentier, ils avaient rien à foutre là. En fait, souvent, tu as des très petites routes qui longent les champs et elles se finissent par des pistes forestières, mais carrossables. Et je pense qu'ils ont dû aller là-dedans. Ouais, c'est ça. Mais ils avaient rien à foutre là, quoi. Ah non, non. Donc c'était assez drôle. Julien, j'avais l'impression que tu voulais ajouter non, c'était rebondir un sur, élément. Parce que là, tu parlais du côté élite, mais en effet, moi, j'ai pas de conseils à donner, mais je trouve que c'est vrai que ça peut être une mauvaise idée, à mon avis, de la voir comme une entrée dans le trail pour quelqu'un qui débute. Parce qu'autant tu fais un 80 bornes en montagne, et ben c'est le jeu, tu vas marcher, tu prendras ton temps et ça ira bien. Là, en fait, moi, pour l'avoir fait la première année, si jamais à mi-course, ça devient compliqué pour toi, et que tu dois courir et que tu cours pas, c'est très long. Les 40 bornes de faux plat descendant où tout le monde court, où toi tu es censé courir mais tu n'y arrives pas parce que tu t'es pas forcément préparé à ça et plus préparé à un trail, c'est un calvaire et la fin est très 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 longue, quoi. Et ce que dit Julien, attention sur ce genre de cas, ce qui peut arriver au mois de juin et au mois de juillet de l'année qui suit, Vraiment, ce genre d'impact sur le corps en ayant... Attention, on parle d'élite. Oh, ça semble facile. On entend ça au début. Ça semble facile. Ce sont des athlètes professionnels qui passent leur temps, j'ai pas envie de dire ne pas mettre ça dans toutes les mains, mais effectivement qu'à 80 km, on voit déjà l'impact d'un marathonien de niveau moyen, même en 3-4 heures, un marathonien en 3-4 heures, l'impact sur le corps. On imagine que s'il court en 3-4 heures, c'est pas quelqu'un qui s'entraîne 2 fois par jour, quelqu'un qui vient à la Saint-Élion, qui fait un 80 km, qui tape quand même assez fort et qui semble vraiment se dire ça va aller, oui, on voit bien que derrière il y a des impacts très longs derrière, surtout sur un 80 km en plein mois de décembre. Steph, j'ai dit une bêtise, je viens de voir Adeline finalement. Elle a aussi des traumatismes apparemment. Tant mieux. Je vous propose qu'on fasse un petit quiz, puis on va aller vers la fin de notre émission. Le quiz des plus, en partenariat avec Miles République. Dans chaque épisode, les membres de la bande AD+, s'affrontent dans un quiz de culture générale sur l'actualité du trail. Ludo s'effondre là. Oh non, pas un quiz. Non, je pensais pas qu'il y avait un quiz là aujourd'hui. Mais il est facile. Ouais. C'est un quiz spécial Saint-Élion et tout. Est-ce que vous êtes prêts? Julien, si tu veux jouer, tu peux jouer. Steph, il prend même pas le micro. Arrête, Ludo, avec ce livre, ferme ça. En quelle année la Saint-Élion a-t-elle autorisé pour la première fois les participants à courir? J'en ai parlé vaguement tout à l'heure. Alors, Hugo, tu lèves la main, j'allais faire des propositions, mais vas-y. Ah, tu fais les propositions. Si je lève la main, il faut que je dise un chiffre. Non, mais je peux faire des propositions. Je voulais tenter 1971. Non, mais je fais des propositions. 1952, Stéphane dit beaucoup plus tôt. 1952, 1968, 1977 ou 1983? 1968. Pas du tout. 1977. 1977. C'est cette année-là où on est passé au mode course. Alors, pas vraiment au mode course, parce qu'en vrai, plus exactement, les marcheurs ont été autorisés à faire le parcours de la Saint-Élion qui faisait 72 km de mémoire en courant. Mais la grande majorité des participants continuaient à le faire en marchant. Et aujourd'hui aussi, Nicolas? Ben non.
C'est cette année que ça a disparu. Je crois qu'on peut faire des petits tronçons. C'est 4 km/h la barrière horaire. Voilà, et moi, à mon avec époque... les pauses, t'es obligé de courir un peu. D'ailleurs, dans la lignée, excuse-moi Nicolas, mais le truc que je trouve aussi très sympa, c'est le Lyon-Saint-Élion. Je voyais ça comme une vraie compétition, j'avais pas du tout capté parce que je suivais pas. L'idée, c'est que tout le monde n'est pas vraiment chronométré, mais tout le monde rallie ce départ et prend le départ et finalement est comptabilisé. Ah bah non, il n'y a même pas de chronomètre en fait. Il faut qu'il y aille. Tu dois aller rejoindre dans une barrière horaire définie le départ. Il faut que tu rentres dans la barrière horaire. Je trouve ça juste génial aussi. Et alors, en discutant avec Alex il y a 2 jours avant Alex Boucher, qui nous disait que de façon historique, ils ont officialisé quelque chose qui se mettait déjà bien en place depuis très longtemps, où des gens, plutôt que de prendre le bus, aller en off, se donner un petit rendez-vous et aller jusqu'au départ. Ils étaient moins nombreux qu'aujourd'hui quand même. Ils étaient moins nombreux qu'aujourd'hui, mais comme on peut aussi le voir à la Diag, des gens qui prennent le départ de la Diag et qui refont la route dans l'autre sens pour rentrer à la maison. Premier point pour Ludo, tu vois, pas si mal Ludo. Deuxième question, quelle est la proportion de bitume sur la Saint-Élion 2025 qui faisait donc à presque 80 km? Est-ce que c'est 36%, 46%, 54% ou 62%? Le Hugo. bitume. 62. Hugo. 36. Non. Qui a dit 46? 46. Ouais, c'est la bonne réponse. 46% de bitume sur 2025. Tiens, vous l'avez fait tous les gars, tous les deux les gars, est-ce que vous avez l'impression que c'est juste? Alors, je pense qu'il y a un débat sur certaines parties parce que c'est du bitume il y a de la boue, terre. Bah ouais, c'est ça. Il y a de la boue sur le bitume. Et en fait, c'est un peu la magie de la Saint-Élion. C'est-à-dire que quand tu prends le GPX, donc qui ne prend pas en compte les conditions météo, ce qui est tombé ou pas tombé, eh ben, il y a 46%. Mais en vrai, cette Saint-Élion, elle est rarement à 46%, puisqu'il y a toujours de la boue, de la neige, des portions qui sont finalement plus de trail. Donc voilà. Mais c'était la bonne réponse. Quelle horreur. 46%. 1 point pour Steph. Troisième question. Quel est le point culminant, attention, il baille, des monts du Lyonnais? J'ai pas dit du parcours. 540 mètres, 650 mètres, 780 mètres ou 946 mètres? Hugo. 946 mètres. Absolument. Est-ce que la Saint-Élion y passait l'an dernier au Signal, c'est ça? Non. Alors le Signal est plus bas. Là c'est le Cré Malherbe. Et son nom? Le Cré Malherbe. Voilà, c'est le sommet mais le parcours n'y passe pas. On est à 3 points qui ont été répartis. Quatrième question. Parmi ces légendes que je vais vous citer, lesquelles détiennent 4 victoires sur la Saint-Élion? Anne-Marie Chapelle, Martine Blandin, Ginette Baudran, Maud Gobert. Hugo. Maud Gobert. Ce n'est pas la bonne réponse. Ah mince, 3. Ludo dit il y en a 3. Ginette, après, je les connais pas. Je les connais pas non plus. Mais... Ginette. Non. Il n'y avait pas Ginette. Il y avait Ginette Baudran. Ah si. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Vous donnez votre langue au chat et Julien, tu tentes quelque chose? Aucune idée. Je vais dire Anne-Marie Chapelle. Ce n'est pas la bonne réponse. Ah. La bonne réponse, plus le nom de la dernière. la bonne réponse est simple et compliquée à la fois. Les 4 ont gagné 4 fois. Maud Gobert aussi. Et c'est la dernière de cette génération puisque Anne-Marie Chapelle a remporté les courses dans les années 70. Martine Blandin et Ginette Baudran se sont quasiment partagées les courses dans les années 90 et Maud Gobert a remporté 4 éditions dans les années 2000. Enfin, dans la fin peut-être même des années 90, je ne l'ai pas noté là. Donc personne n'a de points. Quel vainqueur de la Saint-Élion avait couru en chaussures de route lors de sa première participation dans la liste suivante? Parce qu'il y en a beaucoup. Thomas Cardin, Manu Messa, Andréou Simon, Baptiste Chassagne. Hugo. Thomas Cardin. Non. Manu Messa. Manu Messa. Je ne sais pas à qui donner le point parce que je t'ai entendu. Allez, 2 points pour Ludo, 1 point pour Hugo et 1 point pour Steph. Dernière question. Quelle proportion d'athlètes termine la course? On en a parlé aussi un peu tout à l'heure, avant le lever du jour. Donc ils passent la ligne d'arrivée à la halle Tony Garnier avant le lever du jour. Environ 3%,
environ 6%, environ 15% ou environ 20%? Ludo. 3%. Non. Julien. 6%. C'est la bonne réponse. Bravo Julien. Beaucoup, hein. Vous avez du coup tous... Décide d'avoir le lever du soleil. Ah, c'est sur la météo. Ouais, Ludo, là, c'est une moyenne. On est quand même tout le temps à la même période en décembre. Tout le monde avant 7h30. C'est pour ça que je dis environ 6%. Ça varie d'une année sur l'autre. Mais c'est voilà, donc environ 6% ne voit pas le jour, selon l'expression consacrée. Le vainqueur du quiz Miles République est étonnamment, parce qu'il s'endort, Ludo Collet. Mes applaudissements. Il avait face à lui 2 personnes qui n'étaient jamais venues sur l'événement. On est égalité. Pas du tout. Moi j'ai un point. Ah non, Un seul. Les 3 gars ont un point et tu en as 2. Tu as gagné. Incroyable. Bravo. Oh là là. C'est bien En dormant. Le quiz des plus Ça te est refait ta produit. journée. Ça te refait ta journée. Ah bah là, Ça il y te a réveille, longtemps en que tout cas. j'avais pas gagné à la bande à des plus. Hein. T'offres le resto du coup? Exactement. Oh mon Dieu, ça va te coûter cher parce qu'on est nombreux. Ah ouais, merde. Non. Le quiz des plus est produit en partenariat avec l'agenda de course Miles République. Sur le site de Miles République, vous retrouvez des milliers de courses référencées partout en France et en Europe. C'est le bon moment pour aller fouiller un petit peu parce que vous êtes probablement toutes et tous en train de commencer à réfléchir à votre programme de 2026 et c'est pas uniquement pour les gros objectifs, c'est moi ce que je trouve intéressant pour les petits, ceux qui sont les plus proches de la maison. Vous pouvez vous inscrire aussi très facilement à pas mal de ces trails directement sur le site web milesrepublic.com. Le sondage des plus en partenariat avec Run Motion Coach. J'ai posé une question bête et méchante, juste pour débattre un tout petit peu. Préférez-vous prendre le départ de vos trails de nuit ou de jour? Alors la communauté, du moins ceux qui ont répondu, 45% préfèrent partir de nuit, 55% évidemment préfèrent partir de jour. Je vais vous poser la question à vous. Steph, qu'est-ce que tu préfères? Partir de jour ou partir de nuit? Et pourquoi? Eh ben moi je préfère partir de nuit parce que je trouve que ça anesthésie quand même bien toute la première partie de course et que finalement partir de nuit mais surtout arriver de jour, alors parce que je suis plutôt un homme très tôt le matin, je trouve quand même très agréable de partir, la course idéale pour moi serait de partir entre 3h et 4h du matin, d'avoir toute cette période où finalement on rentre un peu dans sa course et une course de nuit c'est tellement génial, on est totalement focalisé dans ce rond de lumière 2 à 3,50 m devant soi, on a l'impression d'être dans une bulle totalement étanche comme ça et on déroule presque quelque chose d'un peu intérieur avec une capuche quelque part et je trouve ça assez chouette et que d'un seul coup quand le jour arrive et que on sent qu'on est vraiment en train de rentrer dans son épreuve, eh ben on a déjà bien mangé une part du gâteau hein, et que on sait qu'on va avoir toute cette belle journée en ayant bien fait déjà une bonne partie et c'est un peu les courses autour entre 100 et 120 km hein, j'ai envie de dire c'est ce genre d'épreuve, je trouve ça génial moi. Hugo. Je suis plutôt d'accord avec Stéphane sur le matin et par contre je mets un gros bémol au départ de nuit le soir. Bon 23h30 la Saint-Élion évidemment mais par exemple une Trans-Grande Canaria, un Mute, une Maxi Race, quand c'est 23h minuit, c'est très très long la journée. Une TDS. Ouais. Toi mais c'est très long psychologiquement ou physiologiquement? C'est quoi qui... Ça t'allonge la journée, t'as beau faire, tu tournes en rond. C'est une course de 12 heures de plus. Ouais, parce qu'en fait, beaucoup n'arrivent pas à dormir. Qui arrive à dormir alors que le corps se met déjà sérieusement en route. Depuis 7-8 heures du matin jusqu'à 23 heures, un départ de Diac jusqu'à un départ de Sainté, vous vous retrouvez avec un corps qui se met tout doucement en ébullition parce qu'il sait qu'il va avoir besoin, il ne s'agit pas comme ça d'arriver avec un corps qui se met tout doucement en route sans rien faire. Inévitablement, on a déjà 12 heures, on y remet sur une Diac des fois 60 heures, c'est dingue comme c'est 12 heures déjà, mais c'est la règle, hein, c'est comme ça. Ludo, je vais te poser la question parce que toi tu es speaker, donc tu as dû démarrer des courses à peu près à toutes les heures du jour ou de la nuit. Toi comme speaker, qu'est-ce que tu préfères et qu'est-ce que tu as l'impression que les coureurs préfèrent? Un peu compliqué. Ouais, c'est compliqué. Non, je sais moi, c'est vrai que je préfère donner des départs de jour et de pouvoir donner des départs jusqu'à 22h. Après la nuit, pour moi, c'est... mais comme tous les speakers, c'est hyper compliqué. Se lever, aller donner des départs à 2h du matin, à 4h du matin, à 5h du matin, machin, c'est compliqué. C'est déréglant. Ah ouais, c'est très déréglant. Et pareil pour les coureurs en règle générale. Les gens appréhendent un peu. Hein.
quand tu discutes avec les gens, et ça a été très bien expliqué avant, ils préfèrent partir le matin, enfin quand tu te réveilles, et puis finir dans la nuit, c'est moins un problème. C'est comme si tu continuais à être en boîte de nuit derrière. Enfin, tu vois, là c'est plus simple. Mais je pense que les coureurs préfèrent ça quand même. Julien, c'est quoi ce que tu préfères, toi ? Partir de nuit, partir de jour ? Moins d'expérience sur des formats comme ça que. Oui, tu disais tout à l'heure que. Mais moi, le format Diag, j'aime bien. Je crois que c'était pas. Au final, c'est pas trop tard. C'est autour partir de à 20h. 20h, ouais. 22h. Et non, je sais pas mal. Enfin, moi, après, c'est très personnel, mais je préfère ça qu'un départ type Maxi Ray, je crois, où c'est quasiment 3-4 heures du mat maintenant, qui est un peu. Je trouve ça un peu rude. Donc, moi, je pencherais plus sur un départ de nuit. J'aime bien ça. Et dernière question en lien avec la nuit. Steph nous a fait une petite. C'est assez poétique de ta vision de la nuit, de comment on se sent. Courir la nuit, est-ce que c'est très différent pour vous de la course de jour? Toi, Julien, pour commencer. Alors moi, je trouve ça sympa, mais sur des formats plus longs avec moins de participants, parce qu'il y a vraiment des moments où tu peux te retrouver solo et un peu, ce que tu disais, ce côté un peu mystique. Là, sur la Saint-Élion, moi qui suis dans le peloton, tu n'es jamais tout seul. Donc ça gâche rien, mais en tout cas, tu as moins ce côté où tu peux te retrouver solo en montagne, comme tu peux avoir sur d'autres courses. Tu t'es beaucoup entraîné de nuit pour la Saint-Élion ? Aller courir toi tout seul la nuit plusieurs heures ? Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Après, je sais que moi, c'est pas la gestion du sommeil et par mon métier aussi, avec des tournages, quand on suit des trails, on suit 24 heures sur 20. On suit toute la course. Donc en fait, moi, je sais que c'est pas un truc en tout cas qui me dérange. Je l'ai pas redit, je l'avais dit dans notre émission, mais effectivement, tu es vidéaste, tu es réalisateur et tu avais notamment été tu as été l'auteur de cette peut-être la vidéo de l'année à Distance Plus pendant l'UTMB. C'est Julien qui a filmé avec un retrait, un regard lointain sur Courtney Dauwalter en train de marcher dans cette fameuse déroute. Et d'ailleurs, à l'époque de notre petite discussion, j'ai manqué le coche parce que déroute Croft aurait venir. Route Croft, c'était déroute Croft. Non, et qu'on en avait parlé tous les deux. Voilà. Mais voilà, c'est Julien qui avait fait cette merveilleuse vidéo. Je ne sais pas si on peut dire merveilleuse, mais en tout cas très très marquante vidéo. Hugo, toi, t'aimes ça courir la nuit ? Est-ce que tu te mets des courses de nuit ? Ouh là là, ça part en chanson là-bas. Non, quand c'est que la nuit, c'est un peu décevant de ne pas avoir le paysage. Par exemple, sur les courses que je citais, on peut y rajouter le Lavaredo. Il y a une très grosse partie du parcours qu'on ne voit pas. Par contre, toujours pour rebondir sur ce que disait Stéphane, partir à 3-4 heures du matin, tu rates finalement une très petite partie du parcours. Et après, la journée se déroule et tu vois tout. Et c'est quand même le gros intérêt. Et bien souvent, les parties de parcours les plus intéressantes quand on fait du trail en montagne, elles se déroulent quand même pas sur les 15, 20, 30 premiers kilomètres. Le temps de monter, on a tout de suite cette approche des 3000, on va dire, généralement, ou les 2005-3000. Ça se fait au milieu de course. On a le lever du jour et le Lavaredo, c'est l'idéal. La plupart des athlètes voient les 3 pics, les 3 sommets là, au Lavaredo, au lever du jour. C'est juste incroyable. Ça, c'est les meilleurs formats de course. J'ai une question pour toi, il me reste 4 minutes, je vais le tenir. Je vous avais dit qu'on finirait à midi, on va finir à midi. L'UTMB, la partie de nuit de l'UTMB, c'est pas on a été beaucoup à dire que c'était aussi la plus belle. Est-ce que tu verrais pas une alternance alors en termes d'organisation, je sais à quel point ça peut être compliqué, mais comme le hard rock, une année partir de Chamonix puis aller à Chamonix, mais dans le côté actuel, et puis l'année suivante de l'autre côté pour voir 2 jours ce qu'on ne voit pas en règle générale quand on part vers Courmayeur. Ça pourrait être amusant. Après, il faudrait voir un petit peu où le public se déplace, parce que rien qu'à l'avant de la course, les premiers ont la nuit quasiment jusqu'à la Foulie. Ouais, c'est vrai. Alors que moi qui suis à ce moment-là dans un top 50, j'ai la nuit qui s'arrête à Arnouva, ou disons sur le début du Grand Col Ferret. Donc on voit déjà qu'il y a un très gros laps de temps ici, et finalement peut-être que la moitié du peloton, leur nuit s'arrête à Courmayeur, voire même au lac Combal, mais ça je le sais pas, il faudrait le vérifier, et peut-être que pour eux du coup c'est un non-sujet.
C'est vrai on part dans un autre sujet qu'on avait déjà débattu dans la bande AD+. Quand est-ce qu'on apprécie vraiment un parcours? C'est en faisant une reconnaissance ou un off d'une course, ou est-ce qu'on le fait pendant l'événement? Et j'ai envie de dire, quand on est en mode compétition, que la Saint-Élion se fasse de jour ou de nuit, le regard n'est quand même pas non plus porté que sur apprécier un territoire et un parcours. Donc j'imagine que ce soit l'Ultra Trail du Mont Blanc, n'importe quelle course, 160 km, 170, on est tôt ou tard obligé de faire un sacré passage de nuit, la Diag et compagnie. Donc choisir, tout est plus ou moins beau selon les envies de chacun. Que la plus belle partie du parcours soit le col de Voz, Contamine, et puis la montée au Bonhomme. Bon, j'en sais rien. Moi, je peux dire aussi que effectivement, quand on est en dessous de Bonatti, c'est magnifique, mais finalement, quand on est à Champais et que nous la partie, c'est beau partout. Enfin, c'est juste magique partout. Il y a des choix à faire, mais bon, l'UTMB, c'est 18h. Et là, le 18h de l'UTMB, c'est aussi un sacré sujet. On parle de la nuit parce que là, on la prend en complet. Et oui, quoi qu'il arrive, elle fera à 10h30. Donc et finalement, c'est plutôt bien joué d'un point de vue média. On n'a pas oublié non plus qu'on est dans un sport où médiatiquement, les premiers doivent arriver à des horaires plutôt stratégiques et clés. Donc je pense d'ailleurs que même la plupart des courses sont calculées par rapport à ça. C'est-à-dire que l'heure d'arrivée des premiers, et puis après, on fait partir au moment pile pour être sûr d'avoir l'information média à la bonne heure, quoi. Le sondage des plus est une rubrique en partenariat avec l'application Run Motion Coach, une application désormais internationale qui vous permet de structurer votre plan d'entraînement personnalisé en fonction de vos contraintes et de votre objectif. Si vous voulez essayer Run Motion Coach avec la bande AD+, l'abonnement ne vous coûtera que 80 € à l'année. Vous avez une réduction en cliquant sur le lien que vous retrouverez dans la description de l'émission. Run Motion Coach compte près d'1 million d'utilisateurs et 88% d'entre eux disent atteindre leurs objectifs, les objectifs qu'ils se fixent. Esprit Wise, la rubrique aventure de la bande AD+. Esprit Wise, c'est un rendez-vous en partenariat avec la marque française de vêtements de course technique et haut de gamme, Wise Ultra Running. C'est une rubrique dans laquelle on vous parle d'itinérance, d'ultra-endurance et de voyage en courant. Cette année, la cofondatrice de Wise, qui est aussi une athlète de très bon niveau, Axel Nardou, était au départ de la Saint-Élion, quelques semaines après un périple en course à pied dans les montagnes du Haut-Atlas au Maroc. Axel s'est classée dans le top 20 et elle m'a rejoint juste après son arrivée pour une courte interview à cheval sur un banc dans la salle de presse de la halle Tony Garnier. J'avais envie de prendre ce moment avec Axel parce qu'elle trouve son équilibre en participant à des courses organisées, tout en mettant à son calendrier annuel de grandes virées de plusieurs jours en montagne, comme cette itinérance récente en semi-autonomie du côté du mont Toubkal avec son conjoint Guillaume Bocas. C'est de tout cela dont on a parlé ensemble, malgré notre fatigue post-nuit blanche. Je vous laisse écouter mon échange avec Axel Nardou. Salut Axel. Salut Nico. Tu viens il y a quelques minutes, vraiment, de passer la ligne d'arrivée de la Saint-Élion. Alors évidemment, on va commencer comme ça. Comment s'est passée ta course ? Écoute, c'est une super course. Je suis ravie d'avoir fait cette expérience. L'ambiance est folle et je comprends maintenant pourquoi les gens l'adorent. Pourquoi tu l'as faite, toi ? C'était la première fois. C'est la première fois et cette année, j'avais envie d'apprendre à courir, on va dire. Vraiment courir sur des terrains roulants. Et du coup, c'était un bon exercice de travailler sur des terrains roulants, la vitesse et en plus de changer un peu des montagnes, quoi. Et la nuit, c'est des conditions qui sont pas faciles. Donc ça permettait un peu de mixer tout ça. C'était un exercice. Et c'est le fait que c'est une course un peu mythique et aussi peut-être en fin de saison. Tout à fait. Pour la raison pour laquelle tu l'as coché ? Oui, clairement aussi. C'est vraiment une course mythique aussi qui fait partie des courses à cocher. Comment s'est passé ? Alors c'était des conditions, on parle souvent de la Saint-Élion avec des conditions pré-hivernales, etc. D'ailleurs, il a neigé il y a quelques jours. J'ai vu des photos d'il y a 2 jours, je pense, c'était encore tout enneigé sur les monts. Il n'y avait pas de neige là, hein ? Il y en avait un tout petit peu, mais vraiment très en haut. Et la température était vraiment très très douce. T'étais habillé comment là ? Alors, évidemment, vous êtes notre partenaire, on va en profiter, Wise. Mais aujourd'hui, t'étais habillé comment ? Enfin, tu aurais été habillé comment normalement et qu'est-ce que tu as changé du fait d'une température douce ? Après, j'ai tendance à être frileuse et à aimer avoir limite un petit peu chaud que trop froid. Donc, j'ai gardé le legging et j'ai couru avec le heat layer, donc une seconde couche qui s'adapte vachement bien en fait à la température, qu'il fasse assez froid ou relativement bon.
Et voilà. Et après, j'ai une petite veste en plus. C'est laquelle, celle-ci ? C'est la Sigma Shell qui a un coupe-vent et qui est une seconde couche la plus fine. Ouais, c'est pas celle où il y a une petite couche de mérino qui réchauffe. Voilà, elle est un petit peu plus chaude, tout à fait. Et donc, par exemple, tu avais pris les gants, tu n'as pas utilisé les gants. Non, les gants, je ne les ai pas utilisés. Est-ce que tu as mis un bonnet ? Non, tu as couru avec les oreilles libres. Okay. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu étais déçu d'avoir des conditions un peu trop douces ? C'est vrai qu'on m'avait tellement dit, tu vas voir à la Saint-Élion, il va faire un temps pourri, que du coup, j'étais contente quand même parce que je suis très frileuse. Mais c'est vrai il y avait moins ce côté hardcore. Et alors, maintenant que tu as confronté le mythe, est-ce que c'est le genre de course où tu reviendras ou... Oh, clairement, ouais. Je me suis éclatée. Okay. Je me suis vraiment amusée, ouais. Sauf que j'ai envie d'en parler parce que c'est quand même pas rien. Il t'est arrivé une mésaventure qui est assez rare quand même, je pense, dans le trail. Raconte-nous ça si tu es à l'aise avec ça. Oui, c'est même très très rare. En fait, je me suis fait bousculer en descente par quelqu'un qui faisait un relais et du coup, je suis tombée. Et la personne s'est pas arrêtée, ça arrive, ça m'est jamais arrivé, ça fait 10 ans que je cours, ça m'est jamais arrivé. Mais c'est vrai que ça a été un peu dur sur le moment, ça m'a un peu choquée. Brassé, oui, ouais, quand tu me l'as raconté tout à l'heure, t'avais des larmes, quoi, donc ouais. C'est pas rien. Pourquoi ça t'a choqué ? Enfin, évidemment, mais je voudrais savoir un peu plus, qu'est-ce qui t'a remué ? Je pense que dans le trail, ce que j'aime, c'est le côté profondément humain, en fait. C'est le côté, la compétition, elle passe un peu en secondaire et il y a des très belles valeurs autour de ce sport. Et je pense que là, j'ai l'impression que la personne ne portait pas ses valeurs et ouais, ça m'a un peu choquée, ouais. T'as un peu peur aujourd'hui avec l'évolution de notre sport que justement on ait des dérives de ce genre avec des gens qui ont oublié que il y avait des valeurs au trail. Ouais, tout à fait. Et que ça se perde un petit peu. Tu fais partie de ces gens-là. Ce serait dommage en tout cas. Ouais. En tout cas, ça pourrait l'occasion de le rappeler et de se dire qu'on est sur les sentiers avant tout pour s'amuser, pour se dépasser soi-même et puis pour faire attention aux autres aussi, quoi. Prendre soin des autres. Tu parles de course organisée, il y a quelque chose que je trouve intéressant parce que on a eu l'occasion de discuter pas mal de fois, on parle souvent notamment à travers Wise et le partenariat d'aventure, de off, etc. Mais toi, au sein de Wise, enfin et même depuis de nombreuses années, même quand tu vivais en Nouvelle-Calédonie, tu as toujours fait des courses organisées. D'ailleurs, tu es athlète Wise et tu fais tu représentes aussi ta marque dans les courses. C'est important pour toi aussi de faire des courses organisées ? C'est un peu comme un équilibre. Une course, c'est vraiment un jour, tu te prépares pour ce jour, donner toutes tes cartouches et te dépasser. Et l'itinérance, pour moi, c'est un peu plus le voyage, quoi. Tu vas découvrir des choses et le côté découverte, et tu prends le temps en fait. Tu prends le temps, tu profites des gens que tu rencontres. Alors que là, en compétition, c'est vrai que tu vas essayer de te dépasser toi-même. Ce côté de dépassement de soi, je le trouve qu'en compétition, ouais. L'un ne contredit pas l'autre en fait. C'est ça, je trouve que c'est complémentaire même, ouais. Dernièrement, on l'a relayé d'ailleurs, on a relayé votre vidéo sur Distance Plus parce qu'elle était assez chouette. Tu es parti avec ton conjoint et cofondateur de Wise, Guillaume Bocas, dans le Haut-Atlas. Oui. Et là, pour le coup, vous avez fait un beau périple, comme vous avez l'habitude d'en faire 1 ou 2 fois l'année, je pense, ouais. Tous les deux. Raconte-nous ça. Comment est partie l'idée et qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? En fait, c'est marrant, l'idée elle est partie d'une musique que Guillaume écoutait beaucoup, une musique berbère. Et en fait, on s'est dit, ce serait vraiment un coin à explorer. Et on a commencé un peu à regarder et on a contacté l'organisateur d'une course qui est Atlas Quest. Anciennement l'UTAT. Exactement. Et du coup, il connaît parfaitement le Haut-Atlas. Et avec son aide, on a concocté une itinérance assez exclusive parce que en fait, pour aller dans le Haut-Atlas, il n'y a pas vraiment de logement. Il n'y a que des petits villages berbères qui sont assez difficiles d'accès et où tu ne peux pas trop aller seul. Ouais. Aussi, oui. Très, très, oui. Et du coup, on a concocté il nous a proposé une trace exclusive. Donc, on avait avec nous un guide berbère et des muletiers, donc des gens qui vont transporter voilà, les tentes, de quoi te faire à manger le soir. Et donc il y avait un mélange un peu de traditionnel, plus découverte des paysages, qui était génial.
Alors que vous, généralement, vous transportez vos choses. Ouais. Là, on avait quand même pas mal de choses sur le dos. Mais là, pour le coup, ils emportent de la nourriture, des choses en plus pour bivouaquer, quoi. Et c'était normalement, ça fait plusieurs grandes balades comme ça que vous faites pour notamment tester le sac qui sortira dans quelques mois, je crois. Exactement. T'as quand même pu le tester. Ouais, clairement. Il est testé, approuvé. Approuvé ça. Pourquoi approuvé? Avec le poids qu'on a mis dedans, on a mis un matelas, on a mis tout notre matos Wise, on avait notre duvet. Toute la nourriture, on avait pas mal de nourriture qu'on mange nous tous les jours, nos gels, nos bars. On avait à l'avant 4 flasques d'eau parce que là-bas tu peux pas recharger très souvent et comme l'eau est pas hyper clean, il vaut mieux mettre une pastille dedans. Donc on avait de l'eau vraiment en avance. Donc et là il bouge pas, le maintien est vraiment chouette, pas d'irritation nulle part, hyper confortable à porter. Donc on est vraiment satisfait de ce sac. Qu'est-ce que tu as appris de ce voyage-là dans le Haut-Atlas? Vous êtes monté au Toubkal? On est monté au Toubkal, le sommet de l'Atlas? C'est le sommet, hein? Ou c'est un des sommets? Si, c'est le plus haut sommet de l'Atlas. 4200 mètres et quelque chose comme ça. Exactement. Et puis toute l'itinérance se fait au-dessus de 2500 mètres, donc c'est une itinérance assez exigeante. Et qu'est-ce que j'ai appris de ce beau voyage? La résilience des Berbères. J'ai trouvé que c'était assez ouf parce qu'ils n'ont pas grand-chose et ils ont vécu des choses très dures. Il y a eu un séisme il n'y a pas très longtemps chez eux. Et ils ont toujours le sourire et tu vois que en fait, la pauvreté, tu la vois pas trop, quoi. Enfin, tu vois qu'ils se battent et qu'ils ne veulent pas être vus comme des gens pauvres. Qui veulent montrer qu'ils sont courageux et qui vont s'en sortir. Et voilà, c'est ce que je retiens de ce voyage. Et alors, généralement, vous êtes en autonomie, on est d'accord? Vous faites quasiment de l'autonomie complète. Là, ce n'était pas le cas. Et donc, il y a eu finalement une aide extérieure, tu l'as dit. Ouais. Mais il y a aussi un rapport tout le long du voyage, finalement. Vous n'avez jamais été que tous les deux? Non, on était tout le temps avec le guide berbère qui nous en plus racontait un peu les histoires des différents villages. Il nous apprenait plein de choses. Donc c'est aussi ce côté c'était pas culturel. juste vous courriez ou c'était de la rando? Non, alors ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'on était avec un guide berbère qui avait fait l'UTAT plusieurs fois, qui est un coureur du coup. Très bon coureur, ouais. Donc qui courait avec nous, quoi. Parce que les sentiers sont costauds là-bas. Ils sont très costauds. J'ai eu la chance d'y aller. Caillouteux, très raides. L'altitude. Non, c'est Est-ce que c'est le genre de choses que tu recommandes? Et le rapport au guide, notamment au Maroc, dans des contrées qui sont un peu plus lointaines, un peu plus inconnues, c'est quelque chose que toi tu recommandes aux trailers qui n'ont jamais fait ça? Ouais, ça change, ça ouvre les horizons, je trouve, ça ouvre des portes, quoi. Je trouve que le trail, c'est ça aussi, c'est aller voir tous les sentiers qui existent sur cette terre et je trouve que c'est chouette de changer des sentiers un peu connus, quoi. C'est une bonne expression, ouvrir des portes, parce que là, pour le coup, c'est ouvrir des portes dans tous les sens du terme. C'est agrandir son champ culturel, c'est agrandir son expérience du terrain. Est-ce que vous auriez pu faire cette même itinérance tous les deux comme vous faites en temps normal? Non, c'est trop compliqué. Ouais, faut vraiment parce que tu traverses des petits villages et c'est vrai que pour parler avec les gens ou ne serait-ce que pour prendre un thé ou quoi, c'est très compliqué. Non, il faut être accompagné de quelqu'un pour faire ce genre de choses. Ouais. Et pour la trace, ça c'est quelque chose que vous auriez en revanche pu faire la trace, ou même parce que c'est compliqué aussi. Hein, les sentiers sont pas forcément évidents. Non, les sentiers sont pas forcément évidents. Et là, la trace, c'est une trace qui a été partagée par Cyril de Atlas Quest, mais c'est vrai que c'est sa propriété. Il nous a partagé des sentiers que lui a explorés et voilà. Donc on a eu accès à ces sentiers grâce à lui aussi. Il nous a partagé la trace. C'est quoi les prochains défis, les prochaines itinérances? Est-ce que vous êtes déjà en train de construire ça ou? Alors, comment vous c'est ça aussi, comment vous
comment vous planifiez vos projets, puisque ça fait partie de votre vie, ça fait partie de votre vie personnelle et professionnelle, parce que vous, finalement, c'est aussi un moment clé dans le cadre du développement de votre entreprise, d'une certaine manière. Oui, clairement. Et donc, comment vous travaillez pour planifier vos itinérances ? Tu vois, on a commencé à y penser pour l'année prochaine. Là, ce qui se dessine, c'est pas une itinérance, ça va être un beau FKT en Corée du Sud pour l'instant. Donc c'est un des projets qui arrive l'année prochaine, où on va partir du coup avec Guillaume et on va tenter un FKT à Séoul sur une trace qui n'a pas encore été faite. Et du coup avec toute l'équipe de Good Runner qui est un de nos partenaires là-bas, un revendeur, avec qui on a tissé des liens assez forts. Oui, c'est ça. Apparemment, Wise, alors je ne sais pas si on peut dire cartonne, mais plaît beaucoup, particulièrement en Corée. Tout à fait, ouais. Tu sais pourquoi ? Difficile. Question piège, j'en sais rien, ça m'intrigue. Je pense qu'ils aiment bien l'esthétique assez sobre de nos vêtements. Et là, ils sont très carrés. Et je pense qu'ils aiment beaucoup les vêtements très techniques. Voilà, ils sont très pointus. C'est plutôt bon signe pour vous, quoi. Oui. Je vais te laisser aller te reposer, parce que là, je pense que la fatigue va pas tarder à tomber. 8 heures et quelques pour parcourir les 80 km et un peu plus de 2000 mètres de dénivelé. Bravo. Merci. Un mot concernant notre partenaire Wise pour vous inviter à aller jeter un œil aux produits conçus pour courir dans le froid sur leur site web wisetrailrunning.com. Ce qui fait un carton en ce moment, ça ressemble à des gants de jardinage. Je plaisante à peine car c'est vraiment ce qui a inspiré la conception de ces gants d'ultra baptisés Storm Gloves. Ils ont été pensés pour braver la pluie, le froid, le vent et plus largement les conditions extrêmes. Ils sont chauds à l'intérieur grâce à une doublure en polaire. Ils restent 100% secs grâce à une double induction. Il y a un renfort anti-abrasion au niveau de la paume des mains pour être résistant, notamment à l'usage des bâtons. Et le manchon élastique permet de ne pas avoir de problème pour mettre ou regarder votre montre. Manchon, évidemment, autour du poignet. Il faut glisser les mains dans ces gants pour s'en rendre compte. C'est hyper agréable. D'ailleurs, sur le salon de la Saint-Élion, avant la course, ces gants se sont arrachés comme des petits pains sur le stand de Wise. J'aime aussi beaucoup la Nanoshell, une veste chaude avec sa doublure intérieure en mérinos, compacte et légère, en plus d'être franchement stylée. Ceci dit, comme toute la gamme. La bande à des plus, le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréret. C'est la fin de cette 77e émission de la bande à des plus, la 17e de la 4e saison. Un gros merci à nos invités, Sylvain Cachard, Adeline Martin, Virgile Morizet et toi, Julien Clerc, d'avoir participé. Julien, on a dû te le faire tellement de fois dans ta vie. Julien Clerc, c'est sorti tout seul, c'est l'autre. C'est Julien Clerc alors qu'on parle de nuit. Voilà, bon bref. Julien de Clerc, excuse-moi Julien, n'importe quoi. Et merci à vous. Fatigue. Bah oui, j'ai le droit d'être fatigué aussi quand même. Et merci à vous, mon Ludo Collet, qui va pouvoir, même pas, tu vas d'abord aller au restaurant avant d'aller faire dodo. Ouais, je vais vous retrouver tous. Est-ce qu'on glisse un micro à la bande à des plus au restaurant discrètement sous la table ? Ah, ça pourrait être pour faire juste une émission offshore. Très très bien. Merci Hugo d'avoir participé à l'émission malgré la défaite. Non, défaite, pas du tout. 6h33 de course. Il y en a 21 qui m'ont battu, mais combien j'en ai battu ? Est-ce que tu te rends compte du chiffre ? C'est énorme, 500. C'est énorme. 7000 au départ. Non, on rigole. Bien il sûr. est bon le Hugo. Il est excellent. Et merci Steph. Merci à tout le monde, merci Nico et merci la Saint-Élion qui m'a fait changer d'avis sur le regard que j'avais très obtus et vosgien sur cette course. La bande à des plus est une émission présentée par Distance Plus, concoctée par les productions des Plus. Je suis Nicolas Fréret et j'ai le plaisir d'animer ce talk show du trail et de l'Ultra Trail. Un grand merci aussi à nos partenaires majeurs de cette saison 4 de la bande à des plus, NAC, Miles Republic, Run Motion Coach et Wise Ultra Running. Un petit message, un petit clin d'œil double à Wise et aussi à Gollum qui ont soutenu la couverture journalistique de cette Saint-Élion 2025. Merci aussi à mon collègue Baptiste Ballet qui s'occupe des extraits de l'émission que nous diffusons sur les réseaux sociaux de Distance Plus. Et merci à Alexandre Ferreira qui fignole l'enregistrement de cette émission avant sa diffusion. À plus dans la bande à des plus.